Je m'appelle Rebecca Wolf. J'ai 33 ans et je me tiens actuellement du côté de la défense dans une salle d'audience d'un comté qui semble n'avoir pas changé depuis les années 1950. L'air ici sent le café éventé et le produit de nettoyage au citron, une odeur qui tente de masquer celle, sous-jacente, du désespoir. De l'autre côté de l'allée, assis à la table des demandeurs, se trouvent les 3 personnes qui partagent mon ADN. Mon père, Gordon, porte son costume du dimanche, celui qu'il réserve habituellement aux enterrements et aux demandes de prêt. Ma mère, Leia, s'essuie des yeux secs avec un mouchoir sorti de sa manche. Et puis il y a Noah, mon jeune frère. Il est assis entre eux, l'air petit et lésé, jouant le rôle de la victime si parfaitement que, pendant une seconde, même moi j'ai envie de lui donner une sucette. Mais je ne suis pas là pour lui donner des bonbons. Je suis là parce qu'il me poursuit en justice pour la maison que j'ai achetée au prix de 8 ans de ma vie. L'avocat représentant ma famille, un homme nommé Monsieur Canton, qui porte une montre coûtant plus cher que la voiture de mon père, fait actuellement les 100 pas devant le juge. Il a une voix qui porte bien, un baryton théâtral conçu pour manipuler les jurés de petite ville. Votre honneur, dit Canton, marquant une pause pour l'effet dramatique. Il pose une main sur l'épaule de Noah, un geste si pratiqué qu'il semble chorégraphié. Cette affaire ne concerne pas simplement le droit de propriété. Il s'agit d'un abus de confiance, d'une trahison familiale. La maison du lac a toujours été destinée à Noah. C'était une promesse faite par ses grands-parents. Un héritage volé par une sœur qui a privilégié sa propre cupidité au détriment des souhaits de ses aînés. La salle d'audience est silencieuse. Je peux sentir les yeux des quelques spectateurs dans mon dos. Dans une ville de cette taille, près des eaux fictives du lac Rowan, tout le monde se connaît. Ils ont entendu les rumeurs. Ils ont vu la diffusion en direct. Pour eux, je suis la femme d'affaires insensible venue de la ville qui a débarqué pour arracher la maison de ses rêves à son petit frère au cœur d'or et en difficulté. Je ne bouge pas. Je ne m'agite pas. Mon visage est un masque de neutralité absolue. J'ai appris cette immobilité dans les salles de conseil de Brightline Ledger System, où je travaille en tant que responsable senior de l'expérience utilisateur. Lorsque vous présentez une nouvelle interface à une salle remplie de cadres bancaires sceptiques, vous ne montrez pas de peur. Vous ne montrez pas d'émotion. Vous montrez des données. Monsieur Canton termine sa tirade d'ouverture et se rassoit, l'air satisfait de lui-même. Il pense que cela va être facile. Il pense que je ne suis qu'un carnet de chèques que l'on peut intimider pour le soumettre. Le juge Harrison, un homme aux cheveux gris et à l'expression fatiguée de quelqu'un qui a présidé trop de conflits de limites de propriété, me regarde par-dessus ses lunettes. J'ai refusé d'embaucher un avocat local pour l'ouverture. J'ai un conseil. Bien sûr, Arya Steele est assise à côté de moi, affûtée comme une lame de rasoir, mais pour ce moment précis, je voulais me tenir debout seul. Madame Wolf, dit le juge, avant de passer aux plaidoiries formelles, avez-vous une déclaration préliminaire que vous souhaitez faire concernant ces affirmations? La pièce retient son souffle. Je peux pratiquement entendre les pensées de mes parents. Ils s'attendent à ce que je craque. Ils attendent que la Rebecca d'il y a 10 ans refasse surface. La Rebecca qui s'excuserait de prendre trop de place. La Rebecca qui donnerait ses 20 derniers dollars parce que Noah voulait de la pizza. Ils attendent que je supplie pour obtenir leur pardon ou que je bafouille des explications défensives sur la façon dont j'ai gagné cet argent. Je me lève. Je lisse le devant de ma veste. Je prends le lourd dossier posé sur la table devant moi. Je ne regarde pas le juge immédiatement. Au lieu de cela, je tourne lentement la tête vers la gauche. Je croise le regard de ma mère, puis de mon père, et enfin de Noah. Je parle clairement, ma voix portant sans avoir besoin de crier, chaque syllabe taillée dans la glace, si vous croyez vraiment que cette maison appartient à Noah, dis-je en soutenant leur regard. Alors je suppose qu'aucun de vous ne s'opposera à ce que je présente à la cour l'historique des virements bancaires montrant mon nom sur les retraits et vos 3 noms sur les dépôts des 15 dernières années. La réaction est instantanée et viscérale. Le visage de ma mère se vide de ses couleurs, prenant la teinte d'un vieux parchemin. La mâchoire de mon père se serre si fort que je peux voir le muscle tressaillir sous sa peau. C'est le regard d'homme qui réalise qu'ils ont oublié de verrouiller la porte arrière. Mais c'est la réaction de Noah qui est la plus révélatrice. Il n'a plus l'air en colère. Il a l'air terrifié. Sa main se lève vers son cou, tirant sur son col comme si la pièce venait soudainement de chauffer de 10 degrés. Il cligne des yeux rapidement,
son regard passant de moi au dossier dans ma main. Il sait qu'en cette fraction de seconde, la façade du petit frère impuissant se fissure et la panique d'un escroc pris sur le fait s'infiltre. Il réalise que je tiens quelque chose de dangereux. Il réalise que je ne suis pas venu ici pour me défendre. Je suis venu pour chasser. Je me rassois. Permettez-moi de me présenter convenablement. Maintenant que les formules de politesse sont passées, je suis Rebecca Wolf. Je vis à Crown City, dans l'Illinois, un endroit d'acier et de verre bien éloigné des routes poussiéreuses de mon enfance. Chez Brightline Ledger System, mon travail consiste à concevoir des expériences utilisateurs pour les technologies financières. Je passe mes journées à analyser comment l'argent se déplace, comment les utilisateurs interagissent avec leurs actifs, et comment concevoir des systèmes sécurisés, transparents et logiques. Je cherche les bugs. Je cherche les liens rompus. Je cherche les endroits où le système fait défaut à l'utilisateur. Pendant 33 ans, ma famille a été un système qui m'a fait défaut. J'étais le correctif temporaire. J'étais la solution de contournement. J'étais la ressource qu'il vidait pour que le serveur principal, Noah, fonctionne sans problème. Mon frère m'a poursuivi en justice pour une maison du lac. Il s'est tenu dans mon salon il y a 2 mois, a jeté une pile de papier sur ma table basse et m'a dit que la maison était la sienne. Il m'a dit que je l'avais volée. Il m'a dit que si je ne la lui cédais pas, il me détruirait. J'ai regardé le dossier entre mes mains. Les bords des papiers sont tranchants. Ce n'est pas seulement un titre de propriété pour un bien à l'Ecrowan. C'est l'autopsie de mon histoire familiale. Dans ce dossier, j'ai les messages textes qu'il pensait avoir supprimés. La discussion de groupe nommée projets familiaux à laquelle je n'ai jamais été invité. J'ai la récupération informatique de ces discussions détaillant exactement comment il prévoyait de me faire culpabiliser. J'ai les lettres chiffonnées de mes grands-parents que j'ai trouvées cachées dans une boîte métallique. Des lettres qui contiennent des chèques que je n'ai jamais vus. Et j'ai les relevés bancaires, page après page, avec des lignes surlignées montrant le siphonnage lent et régulier de ma vie pour financer le confort de Noah. Ils pensent qu'il s'agit d'un conflit de propriété. Ils pensent que nous nous disputons pour des mètres carrés ou un ponton sur l'eau. Ils ne comprennent pas que je suis sur le point de consigner toute notre histoire dans le dossier officiel. Je regarde à nouveau Noah. Il chuchote frénétiquement quelque chose à Monsieur Canton. L'avocat fronce les sourcils, secoue la tête, disant probablement à Noah de se calmer, que je bluffe. Mais je ne bluffe pas. J'ai passé toute ma vie d'adulte à m'assurer que tout soit documenté. Chaque centime que j'ai économisé, chaque heure supplémentaire que j'ai travaillé, chaque fois que j'ai envoyé de l'argent à la maison pour une urgence médicale qui s'est avérée être un nouveau train de pneus pour le pick-up de Noah. Si vous êtes assis là à lire ceci, pensant que le sang est plus dense que l'eau, pensant que votre famille ne vous ferait jamais cela, je veux que vous restiez assis. Je veux que vous écoutiez attentivement, car j'étais exactement comme vous avant. Je pensais qu'il y avait une ligne qu'il ne franchirait pas. Je pensais que si je travaillais assez dur, si je donnais assez, si j'étais assez gentille, il finirait par m'aimer autant qu'il l'aimait lui. Je me trompais. Il ne m'aimait pas. Il me considérait comme un actif. Et quand j'ai enfin utilisé mon propre argent pour m'acheter quelque chose, un sanctuaire au bord du lac où je pouvais enfin respirer, ils ne se sont pas réjouis pour moi. Ils se sont sentis volés. Ils ont décidé de me vendre pour acheter un bateau à Noah. Alors, si un jour votre propre frère vous traîne en justice pour réclamer le toit qui vous abrite, que ferez-vous? Allez-vous pleurer? Allez-vous le lui céder pour préserver la paix? J'ai choisi une autre voie. Le juge se racle la gorge, brisant le lourd silence qui s'est installé dans la pièce depuis ma seule phrase. Monsieur Canton, dit le juge Harrison d'une voix sèche. Appelez votre premier témoin. Canton se lève, boutonnant sa veste, essayant de retrouver l'élan qu'il a perdu. Nous appelons Madame Leia Wolf à la barre. Ma mère se lève. Elle semble chancelante. Elle évite de me regarder alors qu'elle se dirige vers la barre des témoins. Elle pose sa main sur la Bible et prête serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je la regarde, ressentant un étrange détachement. Autrefois, je réclamais son approbation. Je mourais d'envie de l'obtenir. Maintenant, j'ouvre simplement mon carnet et je dévisse mon stylo. Si ce jour vient pour vous, si les personnes censées vous protéger décident de se nourrir de vous à la place, souvenez-vous de ce moment.
vous souvenez-vous du silence avant la tempête? Si vous étiez à ma place, si vous aviez les preuves pour tout détruire, quelle serait l'unique phrase que vous prononceriez pour y mettre fin? Voici comment je leur ai répondu, et je ne fais que commencer. Pour comprendre pourquoi je me tenais dans cette salle d'audience sans ciller, il faut retourner à Rockford Heights, dans l'Indiana. Il faut voir la petite maison en briques d'Elm Street, dont les fondations étaient juste assez fissurées pour laisser passer les courants d'air froid en hiver. Mon père, Gordon, possédait un garage local, et l'odeur d'huile de moteur et de fumée de cigarettes éventées était permanente dans notre couloir. Ma mère, Leia, était secrétaire à la première église baptiste, une femme qui portait sa piété comme une broche sur son gilet du dimanche, mais la laissait à la porte desquelles entrait dans notre cuisine. Nous n'étions pas pauvres. Pas tout à fait. Il y avait toujours de la nourriture sur la table, généralement du pain de viande ou des ragoûts que l'on pouvait étirer pour nourrir 4 personnes pendant 2 jours. Mais dans cette maison, il y avait une économie spécifique qui n'avait rien à voir avec les banques et tout à voir avec le favoritisme. Il y avait de l'argent pour Noah. Et puis il y avait le coût pour me maintenir en vie. Dès la naissance de Noah, alors que j'avais 4 ans, l'équilibre de la maison a basculé. Il était le soleil, une étoile brillante, bruyante et exigeante qui attirait tout dans son orbite. Je suis devenu le satellite, silencieux et froid, existant uniquement pour refléter sa lumière ou nettoyer ses débris. Il a eu la plus grande chambre avec la fenêtre donnant sur la rue. J'ai eu la pièce qui servait autrefois de placard à couture, sans fenêtre et étroite, où j'ai appris à me faire petite. Il a eu les nouveaux gants de baseball, les séances d'entraînement privées, les consoles de jeux vidéo qui bourdonnaient tard dans la nuit. J'ai eu les vêtements d'occasion de nos cousins et la responsabilité de faire la vaisselle pendant qu'ils s'entraînaient dans le jardin. Il me disait que je devais montrer l'exemple. C'était la phrase que Leia adorait utiliser. Montre l'exemple, Rebecca, ton frère te regarde. Mais ce qu'elle voulait dire en réalité, c'était, sois invisible, Rebecca, ton frère a besoin de place. Je me souviens du jour de mes 16 ans. C'était un mardi d'octobre. Je suis rentré de l'école en serrant une enveloppe épaisse provenant d'un institut technique du Michigan. C'était une école réputée, connue pour l'ingénierie et le design. J'avais passé des mois à veiller jusqu'à 2 heures du matin pour perfectionner mon dossier, écrivant mes rédactions sur l'ordinateur de la bibliothèque, car notre ordinateur familial était strictement réservé aux devoirs et aux jeux de Noah. Je suis entré dans la cuisine, le cœur battant dans ma poitrine comme un oiseau pris au piège. Gordon était à l'évier, frottant la graisse de ses mains avec ce savon orange abrasif qu'il utilisait. Leia coupait des carottes. J'ai posé l'enveloppe sur la table. J'ai été accepté, ai-je dit, la voix tremblante. Et il est écrit ici que je suis admissible à la bourse d'excellence. Elle couvre 60% des frais de scolarité. Gordon a essuyé ses mains sur un chiffon et s'est approché. Il a pris l'enveloppe, plissant les yeux sur le logo. Il n'a pas souri. Il ne m'a pas serré dans ses bras. Il l'a soupesé dans sa main comme s'il estimait le coût d'un remplacement de plaquette de frein. Ce n'est qu'une brochure, Rebecca, a-t-il dit en la rejetant sur la table. Les universités envoient ça à tout le monde. C'est du marketing. Ne te fais pas d'illusions. C'est une lettre d'acceptation, ai-je insisté, ma joie s'éteignant. C'est réel. Noah est entré à ce moment-là, traînant sa batte de baseball, laissant une trace d'argile rouge sur le sol en linoléum que j'avais lavé la veille. Il a attrapé une pomme et a regardé la lettre. Le Michigan, a-t-il ricané. C'est à 5 heures de route. C'est quoi ça? Un aller simple pour abandonner la famille. Qui va m'aider avec mes maths si tu pars? Leia a levé les yeux de ses carottes. Noah a raison. Rebecca, nous avons besoin de toi ici. Et de toute façon, nous ne pouvons pas payer les 40% restants. Tu sais, le garage a eu un trimestre difficile. Ce soir-là, nous nous sommes assis pour dîner. La table de la cuisine avait un pied instable qui rendait mon père fou depuis des semaines. Pendant que nous mangions en silence, la table oscillait chaque fois que quelqu'un coupait sa viande. Finalement, Leia a soupiré, s'est levée et a cherché quelque chose à caler sous le pied. Ses yeux se sont posés sur ma lettre de bourse. J'ai arrêté de mâcher. Je l'ai regardée sans n'emparer. Maman, non, ai-je chuchoté. C'est juste assez épais, a-t-elle dit en pliant le papier de couleur crème, le papier qui confirmait que j'étais intelligente, que je méritais d'avoir un avenir, pour en faire un petit carré dense.
Elle s'est penchée et l'a glissé sous le pied de la table. La table a cessé de bouger. J'ai fixé l'endroit où mon rêve était écrasé sur le sol, soutenant un plat de viande et un pichet de thé glacé. Je voulais hurler. Je voulais plonger sous la table pour le sauver, mais je suis resté immobile. C'est à ce moment-là que j'ai compris que mes réussites n'avaient de valeur pour eux que si elles pouvaient servir à réparer un meuble. Je n'étais pas une personne pour eux. J'étais un outil. Quelques mois plus tard, j'ai trouvé un travail pour l'équipe du soir dans une pizzeria au bord de l'autoroute. Je sentais constamment le pepperoni et la pâte à pain. Je me brûlais les avant-bras au four. Chaque vendredi, j'encaissais mon chèque à l'épicerie et rapportais l'argent liquide à la maison. Je n'avais pas encore de compte bancaire. Léa disait que j'étais trop jeune pour en gérer un seul, alors je cachais l'argent dans une vieille boîte à chaussures glissée sous mon lit derrière une pile de manuels scolaires. J'économisais pour une voiture, une Honda d'occasion, n'importe quoi qui pourrait me sortir de Rockford Heights. J'avais économisé $340. Il m'avait fallu 4 mois à récurer des casseroles et à livrer des pizzas pour gagner cela. Un vendredi après-midi, je suis rentré plus tôt parce que le four à pizza était tombé en panne. Je suis entré dans la maison et j'ai entendu Noah rire dans le salon. Il était assis par terre, lassant une paire de baskets neuves. C'étaient des montantes, blanches et rouges, le genre que tous les jeunes populaires portaient au lycée, le genre qui coûtait plus de $100. Jolies chaussures, ai-je dit en posant mon sac à dos. Tu as gagné un concours? Noah a souri en serrant ses lacets. Non, c'est papa qui me les a achetés. Il a dit que j'avais besoin d'un bon maintien pour la saison. Mon estomac s'est noué. Papa s'était plaint toute la semaine du prix de l'essence. Il n'avait pas d'argent pour des baskets à $100. J'ai couru vers ma chambre. Je me suis mise à genoux et j'ai fouillé sous le lit. Ma main a heurté la boîte en carton. Elle semblait légère, trop légère. Je l'ai sortie. Le couvercle était de travers. À l'intérieur, là où se trouvait ma liasse de billets de 10 et $20, il n'y avait plus que de la poussière. Je suis retourné dans le salon, tenant la boîte vide. Mes mains tremblaient si fort que je pouvais à peine la tenir. Léa était dans le couloir, pliant du linge. « Où est-il » ai-je demandé, la voix basse. Léa n'a même pas levé les yeux. « Où est quoi, Rebecca ?»« Mon argent. L'argent de la pizzeria. Il était dans cette boîte. » Elle s'est interrompue, lissant une serviette. Elle s'est tournée vers moi, son visage prenant un air de patience affectée. « Ton père avait besoin d'aider Noah pour son équipement, Rebecca. Les frais d'inscription de l'équipe ont augmenté, et le garçon avait besoin de chaussures. Tu sais à quel point ses chevilles sont importantes. C'était mon argent, ai-je dit, les larmes aux yeux. J'ai travaillé pour cela. Je me suis brûlé les bras pour cela. » Léa a soupiré comme si je déraisonnais. Dans cette maison, Rebecca, l'argent est l'argent de la famille. Nous ne nous cachons rien. Nous nous aidons les uns les autres. Noah est ton frère. Il a du potentiel dans le sport. Nous devons investir là-dedans. Tu es la sœur. Tu comprends, n'est-ce pas? J'ai regardé Noah. Il marchait dans le salon, testant le rebond de ses nouvelles chaussures. Il ne m'a pas regardé. Il n'a pas dit merci. Il portait mes $340 aux pieds, et il s'en moquait complètement. J'ai réalisé alors que je n'étais pas seulement la bonne. J'étais la banque. J'étais une ressource à exploiter jusqu'à ce que je sois vide. L'inégalité est devenue un poids physique dans la maison. Quand Noah a eu 13 ans, ils lui ont organisé une fête qui est devenue le sujet de conversation du quartier. Gordon a loué un grand grill et a cuisiné des travers de porc et des hamburgers pour 50 personnes. Il y avait une glacière pleine de soda, un château gonflable pour les jeunes cousins, et la pièce maîtresse, une moto tout-terrain neuve avec un nœud rouge sur le guidon. Noah faisait vrombir le moteur sous les acclamations de tous. J'ai passé toute la journée à remplir les seaux de glace et à ramasser les assiettes en carton sur l'herbe. 3 ans plus tard, pour mes 16 ans, la maison était silencieuse. Je suis descendu en espérant un petit déjeuner spécial, peut-être des crêpes. La cuisine était froide. Il y avait une boîte de beignets achetée en magasin sur le comptoir avec un mot adhésif disant « Bon anniversaire ». Ce soir-là, Léa a mis une lasagne surgelée au four. Pour le dessert, elle a sorti un petit gâteau carré de la boulangerie du supermarché,
le genre de gâteau qui se trouve généralement dans le rayon des promotions parce que le glaçage est légèrement écrasé contre le couvercle en plastique. Fais un vœu, a-t-elle dit, sans même allumer de bougie parce que nous n'avions plus d'allumettes. J'ai fermé les yeux. Je n'ai pas souhaité une voiture. Il n'est pas souhaité de petit ami. J'ai souhaité disparaître. Alors que je coupais le gâteau, Gordon a traversé la cuisine en prenant ses clés. Ne mange pas trop de sucre, Rebecca, a-t-il dit. Et n'oublie pas. Tu dois aller chercher Noah à son entraînement à 19 h. J'ai un dépannage à faire. C'est mon anniversaire, ai-je dit à son dos. Et c'est ton frère, a répondu Gordon, la porte moustiquaire claquant derrière lui. J'ai conduit la voiture familiale jusqu'au terrain de baseball, le goût du glaçage bon marché et si retapissant ma langue. Je me suis assise sur le parking en regardant Noah saluer ses coéquipiers. Il avait l'air si heureux, si léger. Il évoluait dans le monde avec l'assurance de quelqu'un qui sait qu'un filet de sécurité le rattrapera toujours. C'était moi, le filet. Ce soir-là, je me suis assise sur les marches du porche arrière, frissonnant dans l'air frais de l'Indiana. J'avais pris un vieux calendrier du garage, un que Gordon allait jeter parce que l'année était presque terminée. L'image d'octobre était une maison au bord du lac. Ce n'était pas un manoir, juste un chalet solide avec une terrasse en bois et un ponton s'avançant dans l'eau d'un bleu profond. Cela semblait calme. Cela ressemblait à un endroit où personne ne pouvait vous trouver. J'ai tracé les contours de la maison avec mon doigt. Un jour, ai-je chuchoté. Un jour, j'aurai une maison comme celle-ci. J'ai fait un vœu alors, assise sur le béton froid, j'ai juré que j'aurais un endroit où les verrous seraient les miens, un endroit où je pourrais poser $1 sur le comptoir et le retrouver le lendemain matin. Un endroit où personne ne pourrait ouvrir mon placard, mon journal intime ou mon portefeuille sans me le demander d'abord. Un endroit où je ne serais pas un exemple, une sœur ou une ressource. Je serais simplement Rebecca. J'ai arraché la photo de la maison du lac du calendrier et je l'ai pliée. Je ne l'ai pas mise dans une boîte à chaussures. Je l'ai mise dans ma tête d'oreiller, juste sous ma tête, pour pouvoir entendre le bruit de l'eau dans mes rêves pendant que Noah ronflait dans la grande chambre au bout du couloir. Ils avaient pris ma bourse. Ils avaient pris l'argent de mes pizzas. Mais ils ne savaient rien pour la maison du lac, et j'allais m'assurer qu'ils n'y touchent jamais. J'ai quitté Rockford Heights avec 2 valises, un billet de bus Greyhound et une bourse partielle pour une université d'État à Crown City, dans l'Illinois. Ce n'était pas la Ivy League, et ce n'était pas le prestigieux institut technique qui m'avait accepté quand j'avais 16 ans, mais c'était à 500 km du bruit de la batte de baseball de Noah frappant une balle. Cette distance était la chose la plus précieuse que je possédais, et j'avais l'intention de la préserver. Ma vie à Crown City n'a pas été une expérience universitaire classique. C'était une opération tactique. Pendant que mes colocataires s'inscrivaient dans des associations étudiantes ou soignaient leur gueule de bois le dimanche matin, je fonctionnais selon un emploi du temps si serré qu'un retard de 10 minutes dans les transports pouvait ruiner ma semaine entière. Je me réveillais à 4h30 du matin pour ouvrir le café du campus. L'odeur d'expresso brûlé et de lait chaud imprégnait mes cheveux, mes vêtements et mes pores. À 8h, j'étais en cours. À 14h, j'étais à la bibliothèque, non seulement pour étudier, mais aussi pour chercher des contrats de programmation en freelance sur des plateformes d'emploi. À 18h, je prenais mon service d'assistante d'enseignement dans le laboratoire d'informatique, aidant les étudiants de première année à déboguer leur code Python jusqu'à ce que l'agent de sécurité nous mette dehors à minuit. Je n'allais pas aux fêtes. Je ne sortais pas avec des garçons. Je n'achetais pas de vêtements à l'effigie de l'université et je ne commandais pas de pizza tard le soir. Je mangeais des flocons d'avoine préparés à l'eau dans ma chambre de dortoir parce que le lait coûtait plus cher. Je considérais chaque dollar dépensé non pas comme une monnaie, mais comme une fuite dans la coque du navire que j'essayais de construire. 4 années de ce rythme effréné se sont confondues en un brouillard gris de caféine et de code. Puis est arrivé le jour de la remise des diplômes. Je me souviens m'être tenu dans la zone d'attente du gymnase, vêtu d'une robe en polyester qui sentait la poussière. Autour de moi, les familles se rassemblaient. Les pères ajustaient la coiffe de leurs filles. Les mères tenaient des bouquets de fleurs enveloppés dans du plastique bruyant. J'ai scanné la foule, serrant mon téléphone. Je savais logiquement que la route depuis l'Indiana était longue. Je savais que l'essence coûtait cher, mais une part de moi, enfantine et naïve, celle qui attendait autrefois à la fenêtre que son père rentre à la maison, espérait encore voir la silhouette familière de Gordon ou la robe du dimanche de Leia. Mon téléphone a vibré.
C'était un message de ma mère, « Nous sommes si fiers de toi, Becky. Nous voulions venir, mais Noah a obtenu une place de dernière minute au camp de baseball d'élite du Midwest. Les recruteurs seront là. Nous devons investir dans son avenir réel. Nous savons que tu comprends. Envoie-nous une photo. » J'ai fixé l'écran. Son avenir réel. J'ai traversé la scène quand ils ont appelé mon nom. J'ai pris mon diplôme. Je n'ai pas souri pour la caméra. Je suis sorti directement par la sortie arrière, j'ai enlevé la robe, je l'ai fourrée dans mon sac et je suis allé faire mon service au laboratoire d'informatique. Je ne leur ai pas envoyé de photos. Cet été-là, j'ai décroché un stage qui s'est transformé en un poste de designer junior chez Brightline Ledger Systems. C'était une petite entreprise de technologie financière dans le quartier industriel de Crown City, le genre d'endroit avec des murs en briques apparentes, des néons clignotants et une équipe de 20 personnes essayant de faire le travail de 50. Nous concevions des interfaces pour des banques régionales. C'était un travail sans éclat, à haute pression, où un seul pixel mal aligné pouvait causer un problème de conformité. J'adorais cela. J'aimais sa logique. Le code se moquait de savoir si vous étiez l'enfant préféré. Le code se souciait seulement de savoir si vous aviez raison. Je suis devenu une machine. Mon patron, un homme agité nommé David, qui buvait 6 soda light par jour, a commencé à m'appeler « le fantôme ». J'étais celle qui était là quand il arrivait à 7 heures du matin, et j'étais celle qui éteignait les lumières quand il partait à 20 heures. Mes collègues plaisantaient en disant que j'étais une intelligence artificielle dans un corps humain. Ils m'invitaient à prendre un verre et je refusais. Ils me demandaient ce que j'avais fait de mon week-end et je donnais une réponse vague sur des lectures à rattraper. La vérité était que ma vie en dehors de Brightline était un exercice d'austérité extrême. Je louais un studio en demi-sous-sol qui mesurait moins de 30 mètres carrés. Il avait une petite fenêtre au niveau de la rue par laquelle je pouvais observer les pieds des piétons qui passaient. Je n'avais pas acheté de meubles. Je dormais sur un matelas posé sur le sol. Mon salon se résumait à une table pliante et mon ordinateur portable. Mon réfrigérateur était d'une monotonie absolue, un sac de riz de 5 kilos, des boîtes d'œufs et des sachets de légumes surgelés mélangés. Chaque vendredi, lorsque ma paye arrivait sur mon compte, j'accomplissais un rituel. Je payais mon loyer. Je payais mes factures. Je mettais de côté $50 pour les courses. Et chaque centime restant allait sur un compte d'épargne à haut rendement que j'avais surnommé « la forteresse ». Je suivais tout dans un tableau Excel intitulé projet-balek-1.xlsx. C'était un chef-d'œuvre de mise en forme conditionnelle. La colonne A était la date. La colonne B était le revenu. La colonne C était la dépense. Et la colonne D était la projection. Je savais exactement combien d'intérêts je gagnerais d'ici l'année 2025. Je savais exactement combien d'années il me faudrait pour acheter ma liberté. Puis est arrivé l'email. C'était un mardi de novembre. De la pluie verglaçante battait contre la fenêtre du sous-sol. Je vidais ma boîte de courriers indésirables lorsqu'un objet a attiré mon attention, propriété au bord de l'eau dans le centre du Minnesota. Baisse de prix. D'ordinaire, je les supprimais. J'économisais pour un concept, pas pour un endroit précis, mais quelque chose m'a poussé à cliquer. Et elle était là. Elle se trouvait à Lake Rowan, dans le Minnesota. Un chalet en cèdre posé sur une pente douce menant à l'eau. Il avait une grande terrasse en bois faite pour boire son café le matin. Un petit ponton patiné par le temps s'avançait dans le lac d'un bleu-gris. Il ressemblait presque exactement à la photo que j'avais arrachée du calendrier dans le garage de mi père quand j'avais 16 ans. J'ai ressenti un choc physique, comme si j'avais touché un fil électrique dénudé. J'ai fixé le prix de vente. Il était élevé. C'était un chiffre qui aurait effrayé la plupart des gens de mon âge. Mais j'ai regardé mon tableau Excel. Si je maintenais mon taux d'épargne actuel, si j'obtenais la promotion que je visais, si je mangeais du riz et des œufs pendant encore 3 ans, je pouvais le faire. J'ai imprimé la photo de la maison. Je l'ai scotchée au mur au-dessus de ma table pliante, juste là où je pouvais la voir chaque fois que j'avais envie de commander un plat à emporter ou d'acheter un nouveau manteau. J'ai ouvert mon tableau et j'ai renommé le fichier. Ce n'était plus le projet-balek-1. C'était la-maison-du-lac-rien. Les 8 années suivantes ont été un tourbillon d'écrans et de tableaux de bord. Brightline a grandi et j'ai grandi avec elle.
Je suis passé de designer junior à responsable de l'expérience utilisateur, puis à responsable senior. J'ai survécu à 3 vagues de licenciements. J'ai survécu à une fusion. J'ai négocié mon salaire avec une fermeté qui m'a surprise moi-même. Lorsqu'ils m'ont proposé des options d'achat d'actions au lieu d'une augmentation une année, je les ai prises, pariant sur l'introduction en bourse de l'entreprise. Lorsque l'introduction en bourse a eu lieu, j'ai tout encaissé immédiatement et j'ai transféré les fonds vers la forteresse. Ma famille n'en savait rien. Pour eux, j'étais juste Rebecca qui travaillait avec des ordinateurs en ville. Quand je rentrais à la maison pour Noël, des visites courtes et obligatoires qui duraient exactement 48 heures, je portais le même manteau que je possédais depuis l'université. Je conduisais une berline vieille de 10 ans. J'écoutais Gordon se plaindre de la perte d'activité de son garage face aux grandes chaînes. J'écoutais Leia insinuer que Noah, qui oscillait maintenant entre des cours dans un établissement local et des emplois à temps partiel, avait besoin d'aide pour payer les mensualités de son pick-up. « Tu t'en sors bien, n'est-ce pas, Becky ?» demandait Leia en observant mes bottes usées. « Tu t'en sors. »« Je me débrouille, » disais-je. « Le loyer est cher en ville. Je ne leur ai jamais parlé de mes primes. Je ne leur ai jamais parlé de mon salaire à 6 chiffres. Je ne leur ai jamais dit que ma valeur nette dépassait tranquillement la valeur de l'ensemble de leur patrimoine. Je les ai laissés croire que je galérais, car s'ils savaient que j'avais de l'argent, ils trouveraient une raison pour laquelle Noah le méritait. À l'âge de 32 ans, le marché avait évolué. Les taux d'intérêt fluctuaient, mais j'étais prête. C'était un vendredi soir. J'étais assise sur mon matelas au sol, mangeant du riz sauté à l'œuf. Mon ordinateur portable était ouvert sur mon compte bancaire. Le chiffre à l'écran était impressionnant. Ce n'était plus seulement un filet de sécurité. C'était une forteresse de solitude. C'était suffisant pour un apport de 40% sur la maison de l'Ecrowan, en plus d'un fonds de réserve pour les réparations. J'ai ouvert l'annonce immobilière. La maison était toujours là. Elle était restée sur le marché pendant 1 an, le prix baissant légèrement à chaque fois. Elle m'attendait. Mon cœur battait la chamade, faisant écho au rythme de la jeune fille de 16 ans qui cachait de l'argent dans une boîte à chaussures. Cette fois-ci, il n'y avait pas de boîte à voler. Cette fois-ci, l'argent était crypté, protégé par un mot de passe, et m'appartenait exclusivement. J'ai déplacé le curseur de la souris sur le bouton pour planifier une visite. Ma main tremblait. C'était le moment. C'était le moment où je cessais d'être la ressource pour devenir propriétaire. C'était le moment où j'arrêtais d'épargner pour un avenir et où je commençais à l'acheter. J'ai pensé à Noah, probablement assis sur le canapé à Rockford Heights, attendant que maman lui apporte son dîner. J'ai pensé à la lettre de bourse sous le pied de la table. J'ai cliqué sur le bouton. L'écran s'est actualisé. Demande envoyée. J'ai expiré un souffle que j'avais l'impression de retenir depuis 8 ans. J'ai raclé le reste de riz de mon bol. Cela avait le goût de la victoire. Le trajet de Crown City à l'Ecrowan prenait 5 heures, mais j'avais l'impression de franchir une ligne temporelle plutôt qu'une frontière d'État. À mesure que la silhouette grise de la ville s'effaçait dans le rétroviseur, remplacée par les champs de maïs de l'Iowa puis par les denses forêts de conifères du Minnesota, j'ai senti le nœud dans ma poitrine commencer à se desserrer. C'était un nœud qui était serré depuis que j'avais 16 ans, assis sous une table de cuisine bancale. Je suis arrivé juste au moment où le soleil commençait sa descente. Le ciel était d'un violet et d'un or profond, jetant de longues ombres sur l'allée de gravier. Et elle était là. Elle ressemblait exactement aux photos de l'annonce, mais semblait plus imposante en réalité. Le bois du bardage était d'un cèdre chaud, sentant la sève et la pluie, le porche enveloppant la façade comme des bras accueillants. Mais c'est le silence qui m'a frappé en premier. À Rockford Heights, il y avait toujours le bruit de la télévision, des jeux vidéo de Noah ou des outils de mon père. À Crown City, il y avait le bourdonnement constant de la circulation et des sirènes. Ici, le seul son était le clapotis rythmé et doux de l'eau contre les pilotis en bois du ponton. J'ai marché jusqu'au bord de l'eau. J'ai enlevé mes chaussures plates et me suis tenu pieds nus sur l'herbe humide. Le lac était une étendue sombre reflétant le crépuscule. J'ai fermé les yeux et j'ai respiré profondément. L'air était pur, dénué de toute attente. Pour la première fois de ma vie, je me tenais sur un sol qui ne me demandait rien. La visite le lendemain matin n'était qu'une formalité, mais c'était aussi une étude de perception.
L'agent immobilier était une femme nommée Brenda, aux cheveux crêpés et portant une écharpe fleurie. Quand je me suis garé avec ma voiture vieille de 10 ans, elle m'a adressé un sourire poli mais crispé, suggérant qu'elle pensait que je m'étais trompé de route ou que je venais livrer un colis. « Rebecca ?» a-t-elle demandé, regardant par-dessus mon épaule comme si elle attendait quelqu'un d'autre. « Votre mari vous rejoint-il? Ou peut-être votre père? » « Juste moi », ai-je dit en lui serrant la main. Nous avons parcouru la maison. J'ai vérifié la pression de l'eau. J'ai vérifié le tableau électrique. J'ai cherché des signes de moisissure au sous-sol. Brenda me suivait, ses talons claquant sur le parquet. Quand nous sommes arrivés dans la cuisine, un espace ouvert avec un îlot central en bloc de boucher, elle a commencé son discours de vente sur les options de financement pour les premiers acheteurs. Je plongeai la main dans mon sac et sortis un dossier. J'ai une lettre de préapprobation de ma banque ici, ai-je dit en la lui tendant. Et la preuve des fonds pour un apport de 40%. Je voudrais faire une offre aujourd'hui, à 5% en dessous du prix demandé, mais je peux signer l'acte de vente sous 10 jours. Brenda a regardé la lettre. Puis elle a regardé le relevé bancaire. Ses yeux se sont écarquillés, et son sourire condescendant a disparu, remplacé par un regard de respect sincère et de légère stupéfaction. Elle a regardé mes bottes usées et mon manteau simple, puis à nouveau les chiffres qui disaient que je pouvais acheter cette maison 2 fois si je le voulais. « Eh bien » a-t-elle dit, sa voix descendant d'un ton, devenant plus sérieuse. « Cela change les choses. Commençons à préparer les documents. » Le jour de la signature finale s'est déroulé sans encombre, ce qui était exactement ce que je voulais. J'étais assise dans un bureau d'enregistrement sous une lumière crue, signant mon nom encore et encore, Rebecca Wolf, Rebecca Wolf, Rebecca Wolf. À chaque signature, j'avais l'impression de couper un fil qui me liait à la jeune fille qui cachait de l'argent dans une boîte à chaussures. Lorsque l'officier d'enregistrement m'a remis les clés, 2 clés en laiton sur un simple anneau métallique, mes mains tremblaient. Je suis retourné à la maison seul. Je me suis tenu dans le salon vide, la lumière de l'après-midi entrant par les grandes fenêtres. J'ai tenu les clés devant la vue du lac et j'ai pris une photo de moi. Sur la photo, mes cheveux étaient en bataille et je n'étais pas maquillé, mais mes yeux semblaient plus brillants que jamais. J'ai approché mon pouce de l'icône d'Instagram, pensant à la publier avec la légende « Nouveau chapitre ». Mais j'ai pensé à Noah. J'ai pensé aux questions. J'ai pensé aux reproches inévitables. J'ai enregistré la photo dans un dossier masqué sur mon téléphone et je l'ai rangé. Ce moment m'appartenait. Je n'étais pas prête à le partager. Le premier week-end dans la maison, je n'avais pas de meubles. J'avais apporté un matelas gonflable et un sac de couchage, que j'avais installé au milieu du salon. Cette première nuit, j'ai laissé les rideaux ouverts. Je ne me suis pas réveillé au son d'un réveil, mais grâce au soleil se levant sur l'eau, transformant le lac en un miroir rose. Je me suis assise, enveloppée dans ma couverture. Il était 6 heures du matin. D'ordinaire, à cette heure-là, j'aurais déjà vérifié mes emails professionnels 3 fois et commencé ma liste de tâches. Aujourd'hui, j'ai juste regardé un héron glisser à la surface de l'eau. J'ai fait du café sur un réchaud de camping que j'avais apporté. J'ai mangé une tranche de pain grillé sur la terrasse. Ce n'était que du pain de supermarché et du café soluble, mais cela avait le goût d'un repas étoilé. J'ai réalisé que pendant 33 ans, j'avais mangé dans un état de stress permanent. La nourriture a un goût différent lorsque l'estomac n'est pas noué. Plus tard dans la journée, j'ai décidé de vider le petit abri de jardin situé au bord de la propriété. Le précédent propriétaire, un homme âgé nommé Monsieur Henderson, avait laissé quelques cartons. La plupart n'étaient que des objets sans valeur, des outils de jardinage rouillés, de vieux filets de pêche. Mais au fond d'un bac en plastique, j'ai trouvé un carnet relié en cuir. Je me suis assise sur un seau retourné et je l'ai ouvert. C'était un journal intime, à l'écriture tremblante. L'entrée datée d'il y a 15 ans, les enfants ont arrêté d'appeler, disait-elle. Ils n'appellent que lorsqu'ils ont besoin du chèque de retraite. J'ai dit que le lac était ma seule famille désormais. L'eau ne vous ment pas. Elle n'emprunte pas ce qu'elle ne peut pas rendre. Recommencer à 0 à 70 ans semble insensé. Mais rester là où je suis, indésirable, ressemble à la mort. J'ai refermé le carnet. Un frisson m'a parcouru l'échine, sans lien avec la brise du lac. C'était comme une bouteille à la mer, un avertissement d'un fantôme. L'eau ne ment pas,
j'ai regardé ma maison, et j'ai ressenti un sentiment de protection féroce. Monsieur Henderson était venu ici pour s'échapper. J'étais venu ici pour m'échapper. Je ne laisserai pas l'histoire se répéter. Et pourtant, le cœur humain est une chose stupide et obstinée. 2 semaines ont passé. Je les ai passées à peindre les murs d'une couleur crème douce, à fixer une planche lâche sur le ponton et à lire des livres sur la terrasse. Le silence était réparateur. Mais dans le calme, les vieilles voix ont commencé à ressurgir. J'ai commencé à penser à mes parents. J'imaginais mon père assis sur cette terrasse, pêchant depuis le ponton. J'imaginais ma mère se détendre enfin, préparant peut-être un repas dans cette belle cuisine sans se plaindre du prix des courses. J'imaginais Noah, non pas le Noah cupide et prétentieux, mais le petit frère que je portais sur mon dos, courant dans l'eau. Je me berçais d'illusions. Je me suis persuadé que s'il voyait cela, s'il voyait ce que j'avais construit, il finirait par me respecter. Il verrait que je ne les avais pas abandonnés, mais que j'avais construit un refuge assez grand pour nous tous. S'il me traitait simplement correctement, je voulais qu'il soit fier, malgré tout. La petite fille en moi voulait juste que son père la regarde et dise « Bon travail, Becky ». C'était un dimanche après-midi. La lumière était dorée et parfaite. J'ai fait le tour de la maison et pris des photos, en les cadrant soigneusement, une vue de la cuisine ouverte avec la lumière du soleil éclairant l'îlot central, une vue de la chambre d'amis donnant sur les pins, une vue du ponton s'avançant dans l'eau. Une photo de moi souriante sur la terrasse. J'ai ouvert la discussion de groupe de la famille Wolf. Elle était silencieuse depuis 3 semaines, le dernier message étant une demande de Noah pour obtenir $20 d'essence. J'ai sélectionné les photos. Mon pouce flottait au-dessus du bouton d'envoi. Mon cœur battait la chamade. Fais-le, me suis-je dit. Tu as réussi. Tu es indépendante. Partage ta joie. J'ai cliqué sur envoyer. Puis j'ai écrit, achat finalisé la semaine dernière. Ma nouvelle maison à Lake Rowan. J'économise pour cela depuis 8 ans. J'aimerais beaucoup que vous veniez pour un barbecue à l'occasion. J'ai posé le téléphone sur la rambarde de la terrasse et je l'ai fixé. 1 minute a passé, puis 2. Les petites icônes de lecture sont apparues, la photo du pick-up de mon père, la photo de fleurs de ma mère, le selfie de Noah. Ils avaient tous vu le message. J'attendais de voir apparaître les bulles de saisie de texte. J'attendais un « Waouh », des félicitations, ou même un « Combien cela t'a-t-il coûté ?» 5 minutes ont passé. Le lac clapotait contre la rive. Un oiseau a crié au loin. 10 minutes. Le silence s'étirait, devenant lourd et étouffant. Ce n'était plus un silence paisible. C'était le silence d'un souffle retenu avant un cri. 15 minutes. J'ai repris le téléphone. Toujours rien, juste les indicateurs de lecture qui me fixaient comme des yeux accusateurs. Au bout de 30 minutes, j'ai commencé à leur trouver des excuses. Peut-être qu'ils étaient occupés, qu'ils conduisaient, ou qu'ils étaient tout simplement stupéfaits au point de ne pas savoir quoi dire. Peut-être qu'ils pleuraient de joie. Arrête, Rebecca, me suis-je murmuré à moi-même. Tu les connais. Tu sais exactement ce qu'ils font. Mais je ne le savais pas. Je pensais qu'ils s'agaçaient, qu'ils ruminaient leur jalousie. Je ne pensais pas qu'ils préparaient une attaque. Je suis entré pour boire un verre d'eau, essayant de chasser le sentiment d'angoisse qui s'installait dans mon estomac. Je me suis dit que je me faisais des idées. J'avais l'acte de propriété. La maison était la mienne. Que pouvait-il bien faire? J'ai entendu mon téléphone émettre un signal depuis la terrasse. C'était le son d'alerte spécifique que j'avais configuré pour les notifications importantes des réseaux sociaux. Je suis ressorti. Le soleil était passé sous la cime des arbres, plongeant la terrasse dans l'ombre. L'air était devenu froid. J'ai pris le téléphone. L'écran affichait une notification de Facebook, Noah Wolf a démarré une vidéo en direct. Mon estomac s'est noué. Mes mains sont devenues froides. Je ne voulais pas cliquer. Je savais avec une certitude terrifiante que tout ce qui se trouvait de l'autre côté de cette notification allait détruire la paix que je venais de passer 2 semaines à construire. Mais j'ai cliqué. L'écran s'est chargé. La connexion était instable. Noah était assis dans sa chambre, celle qui était autrefois la plus belle pièce de la maison. Il portait un sweatshirt à capuche et avait les yeux rougis.
Il regardait directement la caméra, le visage tordu par une expression de chagrin et d'indignation. Et puis j'ai vu le titre de la vidéo défiler en bas de l'écran en lettres blanches, « Ma sœur a volé tout ce que mes grands-parents me destinaient ». Je me tenais là, sur la terrasse de la maison de mes rêves, le téléphone glissant de mes mains moites alors que le premier commentaire apparaissait à l'écran. C'était un cœur brisé, puis un autre, puis les mots ont commencé à s'accumuler. J'ai regardé le lac. Il était sombre maintenant. L'eau ne semblait plus paisible. Elle ressemblait à de l'encre, et j'ai réalisé que la guerre que je pensais avoir laissée derrière moi à Rockford Heights venait de me suivre jusqu'à ma porte. La vidéo a tremblé un instant avant de devenir nette. Noah était assis dans sa chambre d'enfance, celle au mur bleu que j'avais aidé à peindre quand j'avais 12 ans. Mais la pièce ne ressemblait plus au bazar d'un adolescent. On aurait dit un plateau de tournage, un anneau lumineux se reflétant dans ses yeux. Il s'était positionné avec soin. Par-dessus son épaule droite, collée au mur, se trouvait un agrandissement de la photo que je venais d'envoyer sur le groupe familial, ma cuisine, ma vue, mon sanctuaire. Par-dessus son épaule gauche se trouvait un portrait en noir et blanc de nos grands-parents, Evelyn et Thomas Blake, l'air digne. « Salut tout le monde », a dit Noah, sa voix tremblant sous l'effet d'une émotion feinte. Il s'est essuyé le nez du revers de la main. Je ne voulais pas faire ça. Vous savez que je déteste le drame, mais je ne peux pas rester assis à regarder ma famille se faire détruire. Je me tenais sur ma terrasse, serrant mon téléphone au point d'en avoir les articulations blanches. Le nombre de spectateurs en haut à gauche de l'écran augmentait, 50 personnes, 100, 300. Vous voyez cette maison ? Noah a pointé du doigt la photo de ma maison du lac. Ma sœur Rebecca vient de l'acheter. Elle s'en vante, mais ce qu'elle ne vous dit pas, c'est d'où vient l'argent. Il s'est penché vers la caméra, sa voix descendant à un murmure confidentiel. Mes grands-parents, que Dieu ait leur âme, ont laissé une fiducie, un fonds spécifique destiné aux plus jeunes petits-fils, c'est-à-dire moi, pour s'assurer que j'ai un avenir. Ils l'appelaient le fonds de la maison du lac. Ils voulaient que j'aie une maison au bord de l'eau parce que j'étais celui qui s'occupait d'eux quand ils étaient malades. Rebecca, elle, était partie. Elle était en ville à mener la grande vie. La bouche m'en est tombée. C'était un mensonge si énorme, si totalement inventé que pendant un instant je ne pus l'assimiler. Je n'avais jamais vu de fiducie. Je n'avais jamais entendu parler d'un fonds pour la maison du lac. Et Noah ne s'était certainement jamais occupé de nos grands-parents. Ils jouaient aux jeux vidéo pendant que je changeais leurs draps durant mes étés de lycée. Elle savait, a poursuivi Noah, des larmes lui montant aux yeux. Elle savait que cet argent était le mien, mais parce qu'elle est l'exécutrice, parce qu'elle est la plus intelligente avec ses diplômes de droit. Je n'avais pas de diplôme de droit. J'étais designer UX. La section des commentaires était devenue un véritable déversoir de haine. Les messages défilaient si vite que je pouvais à peine les lire individuellement, mais le sentiment était unanime, dénoncez-la, quelle vipère, les riches sont dégoûtants, voler son propre frère, où travaille-t-elle ? Il faut appeler son patron. Puis un commentaire épinglé par un compte modérateur est apparu, voici son profil LinkedIn. Faites savoir à tout le monde quel genre de personne Brightline Ledger System emploie. Mon estomac s'est glacé. Brightline. Il s'en prenait à mon emploi. Je veux juste de la justice, sanglotait Noah. Je veux juste ce que grand-père Thomas voulait pour moi. La caméra s'est élargie. Mes parents, Gordon et Leia, sont entrés dans le cadre. Ils se tenaient derrière Noah comme des sentinelles silencieuses du chagrin. Ils ne parlaient pas. Ils n'en avaient pas besoin. Gordon a posé une main lourde sur l'épaule de Noah en signe d'accord solennel. Leia, serrant un mouchoir, s'est penchée pour essuyer une larme sur la joue de Noah. Elle a regardé la caméra avec une expression de résignation attristée, comme pour dire « Nous avons essayé de bien l'élever, mais elle a mal tourné ». Cette image, les parents affligés réconfortant le fils victime, fut le coup de grâce. Elle validait tout le reste. La diffusion s'est arrêtée. Je me tenais dans le noir, le silence du lac me pesant désormais sur les épaules. Mon téléphone s'est mis à vibrer continuellement, des notifications de LinkedIn, d'Instagram, de Facebook. Des inconnus me trouvaient. Ils laissaient des émoticônes de dégoût sur mes publications professionnelles. Ils me traitaient de voleuse dans mes messages privés. Puis est arrivé l'email. Il était 21h30, mais les services des ressources humaines ne dorment jamais.
L'objet était écrit en rouge, enquête urgente sur la conduite du personnel. Je l'ai ouvert, les mains tremblantes, chère Madame Wolf. Nous avons été alertés d'une activité importante sur les réseaux sociaux impliquant votre situation juridique personnelle et susceptible d'avoir un impact sur l'image de Breitling. Nous devons planifier une réunion obligatoire demain matin à 8 heures pour discuter de cette situation. Sachez que nous prenons les allégations de faute financière très au sérieux. Je me suis laissé glisser sur le sol de la terrasse. J'avais passé 8 ans à me bâtir une réputation de professionnel fiable et intègre dans mon domaine. En 20 minutes, mon frère venait de tout détruire avec un anneau lumineux et un mensonge. Je n'ai pas dormi. Je suis resté assise dans un coin du salon, regardant la lune traverser le ciel, attendant que le soleil se lève. Je me sentais comme une soldate assiégée dans une forteresse de verre. À 7 heures le lendemain matin, mon téléphone fixe a sonné. C'était un vieil appareil à cadran que j'avais gardé pour l'esthétique. Seules 3 personnes avaient ce numéro. J'ai décroché. « Allô » ai-je dit, ma voix semblant cassée. « Tu as vu » a dit Gordon. Pas de salut, pas de demande sur mon état de santé, juste le ton sec d'un homme qui se croit au-dessus des lois. J'ai vu les mensonges, ai-je répondu, serrant le combiné. Je vous ai vu rester là pendant qu'il mentait à des milliers de personnes. Ce n'est pas un mensonge, Rebecca, a dit Gordon. Cette maison appartient à Noah. Elle lui appartient depuis le jour où ton grand-père a exprimé l'intention de créer ce fonds. Tu le sais. Nous le savons tous. Tu as juste accédé à l'argent en premier parce que tu es sans scrupules. J'ai acheté cette maison avec mon salaire, ai-je dit en élevant la voix. Je l'ai achetée avec mes options d'achat d'actions. J'ai mes bulletins de paye. J'ai les confirmations de mes transactions. Je n'ai jamais touché un centime de l'argent de la famille parce qu'il n'y en a jamais eu. Ne joue pas l'imbécile avec moi, a coupé Gordon. Nous savons pour la fiducie. Nous savons que tu y as accédé. Nous avons des preuves, Rebecca. Nous avons des documents qui montrent que tu as géré ces fonds. Quels documents ai-je exigé? Il n'y a pas de documents parce que je ne l'ai jamais fait. Léa veut te parler, a dit Gordon, m'ignorant. Il y a eu un bruit de frottement, puis la voix de ma mère s'est fait entendre. Elle semblait fatiguée, reprenant le ton de victime qu'elle utilisait pour demander de l'argent. Becky, a-t-elle soupiré. S'il te plaît, ne rends pas les choses plus difficiles qu'elles ne le sont déjà. Tu fais honte à la famille. Les gens parlent. Les dames de la paroisse posent des questions. Je fais honte à la famille, j'ai laissé échapper un rire qui s'est transformé en sanglots. Vous venez d'aider Noah à me faire accuser d'un vol que je n'ai pas commis. Nous essayons juste de corriger une erreur, a dit Léa doucement, comme si elle s'adressait à un enfant en bas âge. Noah a besoin de cette maison. Il traverse une période difficile. Tu as ta carrière. Tu as ton bel appartement en ville. Tu peux gagner plus d'argent. Lui ne le peut pas. C'est juste une question de justice. De justice, ai-je chuchoté. Est-il juste que j'ai mangé du riz pendant 8 ans pendant que vous lui achetiez des pick-up? Arrête d'être dramatique, a dit Léa d'un ton sec. Voici l'accord. Ton père a parlé à un avocat. Nous sommes prêts à régler cela discrètement. Tu as 1 semaine, 7 jours. Tu cèdes l'acte de propriété à Noah. Nous appellerons cela un cadeau. Nous retournerons en ligne pour dire à tout le monde que c'était un malentendu, que tu es une bonne sœur qui a arrangé les choses. La campagne de dénigrement s'arrête. Ton emploi est sauf. Et si je refuse? Gordon a repris le combiné, alors nous te poursuivons en justice, et nous ne nous arrêterons pas à la maison. Nous nous en prendrons à tes comptes bancaires. Nous témoignerons que tu as détourné des fonds de la fiducie familiale. Nous ferons en sorte que, lorsque nous en aurons fini, tu ne puisses même pas trouver un emploi de plongeuse dans cet état. Tu as 1 semaine, a répété Gordon. Fais ce qu'il faut. La ligne s'est coupée. Je suis resté là, le bourdonnement de la tonalité à l'oreille. J'ai regardé ma cuisine. J'ai regardé la lumière du soleil sur le sol que j'avais balayé la veille. J'ai regardé le réfrigérateur où j'avais affiché la photo de la maison. Pendant longtemps, je m'étais dit que mes parents étaient simplement des victimes des circonstances. Je m'étais dit que c'étaient des gens simples qui aimaient juste un peu trop leur fils. Je m'étais dit qu'ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Mais en reposant le combiné, la clarté m'est apparue.
Elle était froide et nette comme l'eau de Lake Rowan. Ils n'étaient pas confus. Ils n'étaient pas naïfs. C'étaient des prédateurs. Ils avaient vu quelque chose de beau que j'avais construit, et ils ne voulaient pas le partager, ils voulaient s'en emparer. Ils étaient prêts à détruire ma vie entière, ma carrière, ma réputation et ma santé mentale simplement pour nourrir leur enfant chéri. Je me suis approché de la table de la cuisine. J'ai ouvert mon ordinateur. Mes mains étaient stables maintenant. Le tremblement avait cessé. Je n'ai pas ouvert ma messagerie professionnelle pour m'excuser auprès des ressources humaines. Je n'ai pas ouvert de formulaire de transfert de propriété. J'ai créé un nouveau dossier sur mon bureau. Je l'ai nommé « Guerre ». J'ai ouvert le logiciel d'enregistrement d'écran. Je suis allé sur la page Facebook de Noah. J'ai cliqué sur enregistrer. J'ai commencé à capturer chaque commentaire, chaque heure de publication, chaque mensonge. Je suis allé sur mon portail bancaire. J'ai téléchargé 10 ans de relevés. J'ai ouvert un nouveau document et j'ai commencé à rédiger une chronologie. Il voulait un affrontement. Il voulait parler de reçus et de documents. J'ai écrit la première ligne, date, 12 août 2008. Contenu, premier salaire volé de ma boîte à chaussures. D'accord, Gordon, ai-je dit à la pièce vide. Vous avez votre semaine, mais vous allez regretter d'avoir composé mon numéro. Le silence du trajet jusqu'à Lake Rowan était lourd, troublé seulement par le roulement des pneus sur l'asphalte et le mouvement occasionnel de Maya sur le siège passager. Cela faisait 2 semaines que le délai fixé par mon père pour céder l'acte de propriété avait expiré. Je n'avais pas signé. Je n'avais pas appelé. Au lieu de cela, j'étais resté dans mon appartement de Crown City, regardant la campagne numérique détruire ma réputation. J'avais besoin d'air. J'avais besoin de voir que la maison était toujours là, qu'elle était réelle, et pas seulement un document dans un dossier juridique. Maya, ma collègue de Brightline, la seule à m'avoir regardé dans les yeux après la réunion des ressources humaines pour me dire « Je te crois », avait insisté pour m'accompagner. Elle disait que je ne devais pas être seul. Elle avait raison. Nous avons quitté l'autoroute principale pour nous engager sur la route d'accès en gravier vers 23 heures. Les arbres se resserraient, leurs branches formant un tunnel d'obscurité. Mes phares perçaient la pénombre, éclairant la poussière qui tourbillonnait. C'est sombre ici, a chuchoté Maya, se retenant à la poignée au-dessus de la portière. C'est digne d'un film d'horreur. C'est paisible, ai-je dit, bien que mes mains soient crispées sur le volant, du moins, c'est censé l'être. J'ai négocié le dernier virage qui s'ouvrait sur mon allée. Les feux de route ont balayé le jardin, passant devant les massifs d'azalées, et se sont fixés sur le porche. J'ai enfoncé la pédale de frein. La voiture a glissé légèrement sur le gravier avant de s'arrêter. Il y avait quelqu'un sur mon porche. La silhouette était penchée sur la porte d'entrée, éclairée par la lumière crue de mes phares. Elle portait un sweatshirt gris à capuche rabattue sur la tête et un jean ample. À ses pieds se trouvait un sac de sport noir qui semblait plein à craquer. « Oh mon Dieu !» a soufflé Maya. Rebecca, recule. Fais demi-tour. Je n'ai pas reculé. J'ai fixé la silhouette à travers le pare-brise, plissant les yeux contre le reflet. La personne s'était figée sous la lumière des phares, une main levée pour se protéger de l'éclat. Elle a tourné la tête. Je connaissais cette posture. Je connaissais sa façon de se tenir. Je connaissais la panique agressive dans son regard. C'est Noah, ai-je dit, sans aucune surprise dans la voix. C'était un constat plat. Ton frère, a demandé Maya, la voix montant d'un ton. Qu'est-ce qu'il fait là? J'ai fait avancer la voiture lentement, m'approchant jusqu'à 6 mètres. Noah n'a pas fui. Il s'est retourné vers la porte. Il enfonçait quelque chose dans la serrure, un tournevis ou une barre métallique. Je pouvais voir ses lèvres remuer, prononçant des jurons. Il essayait frénétiquement de forcer le verrou de sécurité que j'avais payé $300 pour faire installer. J'ai coupé le moteur, mais j'ai laissé les phares allumés. J'ai sorti mon téléphone et j'ai ouvert l'application de domotique. J'ai appuyé sur le bouton de la caméra de l'entrée. Instantanément, les projecteurs montés sur les avant-toits se sont allumés, inondant le porche d'une lumière LED blanche et clinique. La sirène intégrée au système de sécurité s'est mise à hurler, un bruit strident qui a percé l'air calme du lac. Noah a sursauté en arrière, laissant tomber l'outil. Il s'est bouché les oreilles,
criant quelque chose vers l'objectif de la caméra, le visage tordu par la frustration. À côté du sac de sport, j'ai vu ses affaires éparpillées à ses pieds, une couverture en laine épaisse, un sachet de chips et 2 bouteilles de whisky bon marché, dont une déjà entamée. Il n'essayait pas seulement de cambrioler la maison, il s'y installait. Il avait prévu de s'approprier les lieux, de boire mon alcool et de dormir dans le salon que j'avais travaillé 8 ans à m'offrir. Il essaie d'enfoncer la porte, a dit Maya, sa main sur mon bras. Rebecca, c'est une tentative de cambriolage, frère ou pas. C'est un délit. Tu vas appeler la police? J'ai regardé Noah. J'ai vu le garçon que j'aidais pour ses devoirs d'algèbre. J'ai vu l'adolescent pour qui j'avais menti quand il avait brisé la vitre du voisin. J'ai vu le jeune homme qui s'était installé devant une caméra pour dire au monde entier que j'étais une voleuse. Pendant une seconde, le vieil instinct a refait surface, l'instinct de le protéger, de sortir de la voiture pour le réprimander, de le ramener à la maison et de laisser ma mère lui trouver des excuses. Puis j'ai regardé la barre de fer posée sur mon paillasson. Oui, ai-je dit. J'ai composé le 911. Mes mains ne tremblaient pas. Police, quelle est votre urgence? Je suis au 104 Pineview Lane, ai-je dit d'une voix calme. Je suis dans mon véhicule dans l'allée. Il y a un homme qui tente de forcer l'entrée de mon domicile. Il est équipé d'outils et semble alcoolisé. Connaissez-vous l'intrus, madame? J'ai marqué une pause. La sirène hurlait toujours à l'extérieur. Noah donnait maintenant des coups de pied dans la porte, criant contre le bois comme s'il s'agissait d'une personne qui lui avait fait du tort. Je le connais, ai-je dit, mais il n'habite pas ici et il n'est pas le bienvenu. Nous avons attendu. Les 10 minutes les plus longues de ma vie se sont écoulées dans cette voiture. Noah a fini par arrêter de donner des coups de pied dans la porte et s'est assis sur son sac de sport, prenant une gorgée de sa bouteille de whisky, fixant mes phares comme s'il me mettait au défi de lui rouler dessus. Puis, des lumières bleues et rouges ont éclairé les arbres. Un véhicule de police a remonté l'allée, suivi d'un second. 2 adjoints du shérif sont sortis, les mains près de leur étui de protection. Debout, a crié l'un d'eux. Les mains en évidence. Noah s'est levé, vacillant légèrement. C'est ma maison, a-t-il crié, la voix pâteuse. Dites-lui d'éteindre cette fichue alarme. Elle a changé mes verrous. J'ai éteint la sirène depuis mon téléphone et je suis sorti de la voiture. Maya m'a suivi, restant près de moi. Le silence qui est revenu me bourdonnait aux oreilles. Madame, s'est approché l'adjoint, le faisceau de sa lampe torche balayant le sol. Êtes-vous la propriétaire? Oui, ai-je dit. Je m'appelle Rebecca Wolf. J'ai l'acte de propriété et ma pièce d'identité juste ici. Je lui ai tendu mes papiers. Elle ment, a crié Noah depuis le porche, pointant un doigt tremblant vers moi. Mes grands-parents ont acheté cet endroit. C'est le fond de la maison du lac. Elle a volé les clés. L'adjoint a regardé Noah, puis m'a regardé. C'était une petite ville, les conflits familiaux y étaient fréquents. Il semblait hésitant. Soudain, une lumière s'est allumée dans la maison voisine. Monsieur Abernathy, mon plus proche voisin, un militaire à la retraite de 70 ans, est sorti sur son porche en peignoir. Agent. La voix de Monsieur Abernathy a retenti dans le jardin. Je ne sais pas qui est ce gamin, mais cette dame là-bas est Madame Wolf. Je l'ai vu signer les papiers avec l'agent immobilier il y a 2 semaines. C'est elle la propriétaire. Ce garçon frappe à cette porte depuis 1 heure. L'assurance de Noah s'est effondrée. Il a regardé Monsieur Abernathy, puis les policiers, son visage passant de l'agression à une confusion totale. Mais maman a dit que c'était à moi, a-t-il bafouillé. L'adjoint est monté sur le porche, a écarté la barre de fer d'un coup de pied et a saisi le poignet de Noah. Retourne-toi, mon grand. Ils l'ont menotté, fermement mais sans violence excessive. Ils l'ont fait descendre les marches pour passer devant moi. Noah a ancré son regard dans le mien. Il n'avait pas l'air désolé. Il semblait choqué, comme si les règles de son univers venaient de s'effondrer. Tu as appelé les flics contre moi, a-t-il sifflé. Je suis ton frère, Becky. Tu es un intrus, Noah, ai-je dit doucement. L'adjoint a installé Noah à l'arrière du véhicule de police et s'est approché de moi avec un carnet. Très bien, Madame Wolf. Nous le retenons pour tentative de cambriolage, possession d'outils d'effraction et ivresse publique.
Souhaitez-vous porter plainte? Si oui, nous l'emmenons au poste pour l'enregistrer ce soir. J'ai regardé le véhicule. Le visage de Noah était pressé contre la vitre, tordu par la colère. Si je l'envoyais en prison, mes parents s'en serviraient pour leur histoire. Ils diraient aux médias, une sœur cruelle envoie son frère en difficulté en prison pour un malentendu. Cela nourrirait leur mise en scène. Je devais me montrer plus fine. Je n'avais pas besoin qu'il soit dans une cellule. J'avais besoin d'une trace écrite officielle. Non, ai-je dit. Maya m'a regardé avec surprise. Je ne souhaite pas porter plainte au pénal ce soir, ai-je poursuivi d'une voix stable. Mais je veux qu'un rapport de police complet soit enregistré. Je veux qu'un avertissement officiel pour violation de propriété lui soit signifié. Je veux qu'il soit consigné par écrit qu'il était ici avec des outils pour tenter de forcer ma porte, et qu'il lui est légalement interdit de revenir. S'il remet un pied sur cette propriété, je veux que cela entraîne une arrestation automatique. Est-ce possible? L'adjoint a hoché la tête, semblant apprécier la démarche. C'est tout à fait possible. Nous allons l'emmener au poste le temps qu'il retrouve ses esprits et nous appellerons quelqu'un pour venir le chercher, mais le rapport sera enregistré dans le système dès demain matin. C'est exactement ce qu'il me faut, ai-je dit. C'était ma première preuve officielle du conflit. 1 heure plus tard, les policiers étaient partis. Le silence du lac est revenu, mais il était différent désormais. Ce n'était plus le silence de la paix. C'était le silence d'un champ de bataille après l'affrontement. Je me tenais sur le porche avec Maya. Les rayures sur la porte autour de la serrure étaient profondes, laissant des traces visibles sur la peinture fraîche. J'en ai tracé une du doigt. Ça va, a demandé Maya, en me tendant une tasse de thé chaud. Ses mains tremblaient encore légèrement. J'ai regardé l'eau du lac. Les gyrophares bleus et rouges étaient partis, mais l'image de Noah menotté restait nette dans mon esprit. Ils pensent que c'est un jeu, ai-je dit. Ils pensent qu'ils peuvent me forcer à céder. Ils pensaient que je viendrais ici, que je le verrais, et que je le laisserais entrer simplement parce que nous portons le même nom. Je me suis tourné vers Maya. Il avait une couverture, Maya. Il allait s'installer ici. Il croyait vraiment que s'il parvenait à forcer le verrou, la maison deviendrait la sienne. C'est ce qu'on lui a appris. J'ai pris une gorgée de thé. C'était chaud et réconfortant. Ils veulent une guerre, ai-je dit, regardant la copie du rapport de police que l'adjoint m'avait remise. C'était un simple papier jaune, mais il semblait peser lourd. Ce soir, c'est le premier document officiel qui raconte mon histoire du point de vue de la loi. Ce n'est pas un commentaire sur Facebook. C'est un document juridique. J'ai plié le papier avec soin et je l'ai glissé dans ma poche. Entrons, ai-je dit. Le mardi suivant l'intrusion, j'ai été convoqué à nouveau dans la salle de conférence vitrée des ressources humaines de Brightline. L'ambiance était différente cette fois-ci. Elle n'était plus accusatrice, elle était inquiète. Le rapport de police concernant la tentative de cambriolage de Noah avait circulé, et les avocats de l'entreprise étaient désormais impliqués. Ils ne craignaient plus que je vole l'entreprise, ils craignaient que l'entreprise soit entraînée dans un scandale familial public. Vous avez besoin d'un avocat externe, Rebecca, m'a dit la vice-présidente des ressources humaines, en faisant glisser une carte de visite sur la table en acajou. Quelqu'un qui a l'habitude de régler ce genre d'affaires. Nous ne pouvons pas permettre que les employés de Brightline soient ciblés par une campagne de dénigrement. Régler cela. Le nom sur la carte était Arya Steele. Je l'ai rencontré 2 heures plus tard dans un bureau qui ressemblait moins à un cabinet d'avocats qu'à un quartier général de campagne. Arya était une femme d'une 40aine d'années, avec une coupe de cheveux impeccable et un costume qui coûtait probablement plus cher que ma première voiture. Elle ne m'a pas proposé de café. Elle a désigné une chaise et m'a demandé de lui présenter le dossier. J'ai tout exposé, le dossier de preuve, l'enregistrement de la vidéo en direct où Noah m'accusait de vol, les captures d'écran des menaces et le rapport de police de la nuit où Noah avait tenté de forcer ma porte. Arya a regardé la vidéo de Noah en silence, le visage impassible, ses yeux suivant chaque mouvement, chaque sanglot et chaque signe de tête de mes parents à l'arrière-plan. Lorsqu'elle a eu terminé, elle s'est penchée en arrière et a tapoté un stylo argenté contre son bureau. « Ils vont vous poursuivre en justice », a-t-elle dit. Ce n'était pas une question. Ils construisent un dossier d'abus d'influence et de manquement à une obligation fiduciaire. Ils vous font passer pour l'exécutrice d'une fiducie que vous auriez détournée.
C'est une tentative de chantage classique, mais efficace car ils ont la sympathie du public. Nous ne allons pas seulement vous défendre, Rebecca. Nous allons démonter leur dossier. Elle a ouvert un carnet de notes. Parlons de ce fonds pour la maison du lac. Noah l'a mentionné 3 fois. Votre père l'a mentionné au téléphone. Existe-t-il? Je n'en sais rien, ai-je admis, me sentant un peu bête. En grandissant, j'ai entendu des rumeurs. Grand-père Thomas et grand-mère Evelyne avaient un peu d'argent. Mais mes parents disaient toujours que c'était placé dans des investissements compliqués. Je n'ai jamais vu de relevé de compte, je n'ai jamais signé de papier. J'ai juste supposé que c'était dérisoire ou que cela avait disparu. L'argent ne disparaît pas comme ça sans laisser de traces, a dit Aria. Y a-t-il quelqu'un d'autre dans la famille? Quelqu'un qui ne soit ni Noah ni vos parents? Un témoin. J'ai réfléchi un instant. L'image de la sœur de ma mère, ma tante Joanne, m'est venue à l'esprit. C'était la brebis galeuse de la famille, principalement parce qu'elle refusait de cautionner les jérémiades de Leia. Je me souvenais d'un dîner de Thanksgiving il y a 10 ans. Juste avant mon départ pour l'université, Joanne m'avait prise à part pendant que j'essuyais la vaisselle. Elle sentait la menthe et le gin. Si un jour tu as besoin de savoir la vérité sur ce que Thomas et Evelyne ont laissé derrière eux, m'avait-elle chuchoté à l'oreille, regardant vers la porte pour s'assurer que ma mère n'écoutait pas, tu m'appelles. Ne laisse pas Leia garder le contrôle exclusif des souvenirs. Je ne l'avais jamais appelée. J'avais été trop occupé à survivre et à essayer de préserver la paix. Ma tante Joanne, ai-je dit. Elle vit à 2 villes d'ici. Elle m'a dit un jour de l'appeler si j'avais besoin de savoir la vérité. Aria a pointé du doigt mon téléphone. Appelez-la maintenant. Mettez le haut-parleur. J'ai composé le numéro, les mains moites. Ça a sonné 4 fois. Allô. La voix de Joanne était un peu éraillée, surprise. Tante Joanne. C'est Rebecca. Becky. Mon Dieu. Ma chérie, j'ai vu la vidéo. Ce garçon. Dis-moi que tu n'as pas volé cette maison. Je l'ai achetée, tante Joanne, avec mon propre argent, jusqu'au dernier centime. Je le savais, a-t-elle soufflé. Je savais que Leia déformait la réalité. Écoute-moi, Becky. Es-tu en sécurité? Je suis avec mon avocate, ai-je dit. Nous avons besoin de savoir pour la fiducie. Noah prétend que grand-père a tout laissé pour lui. Il y a eu un silence à l'autre bout du fil, lourd et épais. Puis le bruit d'une chaise glissant sur le sol. Vous devez venir ici, a dit Joanne. Amenez votre avocate. J'ai une boîte métallique dans mon garde-manger que je n'ai pas ouverte depuis 12 ans. Thomas m'a désigné comme fiduciaire de réserve parce qu'il savait. Eh bien, il savait que ta mère a une mémoire sélective lorsqu'il s'agit d'argent. Nous avons pris la voiture d'Aria. C'était une berline noire qui semblait glisser sur les imperfections de la route. Aucune de nous deux n'a beaucoup parlé. Aria relisait des notes sur sa tablette. Je regardais par la fenêtre, observant les champs défiler, me demandant combien de mensonges étaient enfouis dans les souvenirs de mon enfance. Joanne vivait dans un petit pavillon propre. Elle nous a accueillis à la porte, semblant plus âgée que dans mes souvenirs, mais ses yeux étaient vifs. Elle nous a menés dans la cuisine, où une boîte métallique grise et rouillée était posée sur la nappe fleurie. Ton grand-père m'a donné cela la semaine précédant sa mort, a dit Joanne, posant sa main sur le couvercle. Il a dit, Joanne, si Leia agit correctement avec les enfants, tu brûles cela. Si elle ne le fait pas, tu l'ouvres. Pourquoi ne pas l'avoir ouverte plus tôt, a demandé Aria doucement. Parce que je pensais qu'elle avait simplement dépensé l'argent, a dit Joanne en baissant les yeux. Je pensais qu'elle l'avait gaspillé dans de mauvais investissements ou pour le sport de Noah. Je ne savais pas qu'elle effaçait Rebecca de l'histoire. Elle a sorti une petite clé d'un collier autour de son cou et a déverrouillé la boîte. Le loquet a cliqué, un son qui a résonné nettement dans la cuisine. À l'intérieur se trouvaient des liasses de papier jauni et un paquet d'enveloppes liées par une ficelle. Aria a enfilé une paire de gants en latex sortis de son sac, prête à tout et a pris le premier document. Le voici, a-t-elle dit, ses yeux parcourant le texte juridique. La fiducie révocable de la famille Blake, datée de 1998. Elle a lu en silence pendant un moment, puis a levé les yeux vers moi. Clause 4, section B. Les actifs restants seront divisés à parts égales entre les petits-enfants survivants,
Rebecca Wolf et Noah Wolf, à leur majorité, 21 ans. Ces fonds doivent être utilisés pour les études, le logement ou la création d'une entreprise. À parts égales, ai-je chuchoté. 50-50e, a confirmé Aria. Il n'y a aucune mention d'une maison du lac pour le plus jeune. Il n'y a pas de clause Noah. C'est une répartition égalitaire standard. Ainsi, le fondement même de leur plainte était un mensonge. Mais ce n'était pas le pire. Joanne a plongé la main dans la boîte et en a sorti le paquet d'enveloppes. Elle me l'a tendu. Celles-ci sont arrivées chez moi, a-t-elle dit, la voix tremblante, parce que la banque avait mon adresse enregistrée pour les courriers non distribués concernant le compte de la fiducie. Ta grand-mère a essayé de te les envoyer. J'ai regardé les enveloppes. Il y en avait 4. La première datait de mes 18 ans, l'année de mon départ pour l'université. L'adresse était celle de ma chambre universitaire à Crown City. Tamponnés sur le devant en encre rouge se trouvaient les mots « Retour à l'envoyeur ». Refusé. Et en dessous, écrit de cette écriture que je connaissais par cœur, celle qui signait mes bulletins de notes autrefois, refusée par Leia Mercé. Elle avait utilisé son nom de jeune fille, peut-être pour prendre ses distances, ou parce que c'était le nom figurant sur sa pièce d'identité lorsqu'elle avait intercepté le courrier. J'ai ouvert la première enveloppe, mes doigts semblant engourdis. À l'intérieur se trouvait un chèque de banque libellé à mon nom pour un montant de $5 000. $5 000. Je me suis revu en première année d'université. Je me suis souvenu de mes repas de flocons d'avoine préparés à l'eau parce que je ne pouvais pas m'offrir de lait. Je me suis souvenu d'avoir marché 3 kilomètres dans la neige pour aller travailler parce que je n'avais pas d'argent pour le bus. Je me suis souvenu d'avoir pleuré dans la laverie parce qu'il me manquait $20 pour mes livres de cours. Ce chèque aurait tout changé. Il m'aurait permis de dormir plus de 4 heures par nuit, de ne pas être ce fantôme au travail. Ouvrez les autres, a dit doucement Aria. La deuxième enveloppe, à mes 21 ans, pour ma remise de diplôme, $10 000, refusée. La troisième, à mes 23 ans, $5 000, refusée. Mes parents n'avaient pas seulement détourné l'argent, ils avaient activement bloqué ces envois. Ils avaient vu de l'aide m'être envoyée et avaient construit un mur pour l'arrêter tout en me regardant galérer. J'ai pris la dernière enveloppe, plus épaisse que les autres. Elle datait de la période précédant le décès de mon grand-père. Celle-ci n'avait pas été envoyée par la poste. Elle avait été remise en main propre à Joanne pour qu'elle me la donne quand le moment serait venu. Elle était scellée. Je l'ai ouverte. À l'intérieur se trouvait un chèque de $15 000, non encaissé, désormais périmé en raison de son ancienneté. Mais enveloppée autour se trouvait une lettre manuscrite rédigée sur le papier à lettres de mon grand-père Thomas. L'air m'a manqué. Ne laisse personne te dire qu'il appartient à quelqu'un d'autre. J'ai regardé Aria. Des larmes coulaient sur mon visage, chaudes et rapides. Je ne pleurais pas de tristesse, je pleurais d'une colère si pure qu'elle semblait pouvoir consumer la pièce. Il savait, ai-je réussi à dire. Il savait qu'ils voulaient que j'aie une maison au bord de l'eau. Ils ont intercepté cet argent, puis ils ont fait croire au monde entier que j'avais volé le rêve de Noah. Aria a pris la lettre de ma main tremblante et l'a posée délicatement sur la table à côté du document de la fiducie. Elle a analysé les éléments, la vidéo en direct où Noah prétendait que l'argent était le sien, le récit mensongeux, le rapport de police de l'intrusion, et maintenant la preuve que mes parents avaient systématiquement intercepté mon héritage. Ce n'est plus un simple conflit de propriété, a dit Aria d'une voix ferme. C'est un abus financier. C'est de la fraude. C'est une ingérence malveillante dans un héritage. Et avec cette vidéo en direct et ces messages, c'est de la diffamation caractérisée. Elle m'a regardé, et pour la première fois, son expression s'est adoucie pour laisser place à une détermination farouche. Rebecca, ils ont passé des années à voler votre sécurité pour financer le confort de Noah. Ils pensaient que vous n'étiez qu'une ressource. Ils ont oublié que c'était vous qui teniez les comptes. Elle a rassemblé les documents et les a rangés dans sa mallette. Essuyez votre visage, a-t-elle ordonné. Nous avons fini de pleurer. Nous déposons notre demande reconventionnelle demain matin, et nous allons tout demander, les frais de justice, les dommages émotionnels, les dommages punitifs. Nous allons faire en sorte que, quand nous en aurons fini, la seule chose que Noah possède soit le tournevis qu'il a laissé sur votre Porsche. J'ai regardé la boîte métallique une dernière fois. Elle était vide désormais. Les secrets étaient révélés. Allons-y, ai-je dit.
J'ai une maison à défendre. La salle de réunion du cabinet d'Arya Steele était froide, maintenue à une température qui semblait conçue pour exclure toute émotion. Sur la table de conférence en acajou, le dossier guerre que j'avais créé sur mon ordinateur s'était matérialisé en 3 cartons de preuves. Mais il nous manquait la preuve irréfutable, la discussion que je savais avoir eu lieu mais que je ne pouvais prouver. Mon père, Gordon, n'était pas un expert en informatique, mais il était assez méfiant pour effacer son historique. Il a vidé la discussion de groupe, ai-je dit, faisant les 100 pas dans la pièce. La nuit où la vidéo est devenue virale, le fil de discussion a disparu. Il pense que cela signifie qu'il est effacé pour toujours. Arya n'a pas levé les yeux de sa tablette. Rien ne disparaît jamais vraiment, Rebecca. Cela change simplement de secteur sur le disque dur. Il nous faut juste une porte d'entrée. Je me suis arrêté. J'ai fouillé dans mon sac et j'ai sorti un vieil iPhone 6 à l'écran fissuré. C'était un appareil ancien, sa batterie était presque morte, mais c'était la clé. Ma mère est très maladroite avec ses mots de passe, ai-je dit en posant le téléphone sur la table. Elle utilise le même compte iCloud pour tout, son iPad, son téléphone actuel, et ce vieil appareil de rechange qu'elle m'a donné il y a 2 ans pour servir de ligne dédiée aux urgences familiales, à l'époque où ils me considéraient comme leur distributeur de billets disponibles. Je ne me suis jamais déconnecté. Arya a souri. C'était la première fois que je la voyais sourire avec une telle satisfaction. Elle a appuyé sur son interphone. Faites entrer le spécialiste en informatique légale. 1 heure plus tard, un homme nommé Marcus avait branché le téléphone à un appareil perfectionné. Nous avons regardé la barre de progression défiler à l'écran. Il ne cherchait pas seulement des données actives, il explorait la mémoire de l'appareil, extrayant les messages supprimés. Les voilà, a dit Marcus. Les horodatages correspondent aux dates que vous avez signalées. Gordon pensait qu'en supprimant le message de son côté, il l'effaçait du serveur. Il se trompait. Les transcriptions sont apparues sur le grand écran au mur. Je me suis assise, mes jambes semblant soudain ne plus me porter. La conversation datait de 14 mois. C'était un fil privé entre Gordon et Leia. Gordon, le garçon est en difficulté. Il a demandé un autre prêt pour son pick-up. Je lui ai dit que nous n'avions plus rien. Leia, Rebecca a obtenu une autre promotion. Je l'ai vue sur son compte Facebook. Elle cherche encore des annonces immobilières. J'ai vu un onglet ouvert sur son ordinateur quand elle est venue. Gordon, si elle achète un terrain, surtout près de l'eau, nous devons agir vite. Nous lui dirons que c'est le fond de la maison du lac. Nous lui dirons que c'est l'argent de Noah. Leia, elle sait qu'il n'y a pas de fond. Gordon, elle s'en doute, mais elle n'en a pas la certitude. Si nous lui mettons la pression, elle cédera. Elle cède toujours. Nous dirons que c'est pour l'héritage de la famille. Une fois qu'elle aura signé l'achat, nous la pousserons à céder le bien à Noah. Elle lui doit bien ça. Un sentiment de dégoût m'a envahi. Il n'avait pas seulement réagi à mon achat par jalousie, tout cela était prémédité. Il surveillait ma carrière, suivant ma réussite comme des vautours tournant autour d'une proie, attendant que je convertisse mon argent en un bien qu'il pourrait me voler. Mais le message suivant fut celui qui brisa définitivement tout sentiment de culpabilité que je pouvais encore éprouver. Leia, je me sens mal parfois. Elle travaille dur. Gordon, elle s'en sortira. Elle a la ville, elle a son travail. Leia, tu as raison. Le garçon a besoin d'une chance. La fille peut se débrouiller seule. C'est ainsi que le monde fonctionne. La fille peut se débrouiller seule. J'ai fixé l'écran. C'était toute leur philosophie résumée en une phrase. Je n'étais pas une fille pour eux, j'étais une ressource capable d'endurer l'abandon, tandis que Noah était un être fragile qu'il fallait préserver à tout prix, même si cela devait se faire à mes dépens. Imprimez-le, a dit Arya d'une voix ferme. Imprimez tout. Cela prouve l'intention de frauder. Cela prouve la préméditation. Pendant que l'imprimante fonctionnait, Arya est passée au relevé financier. Comme Joanne était la fiduciaire de réserve et qu'elle avait formellement contesté la gestion de la fiducie par Leia sur la base des courriers refusés que nous avions trouvés, nous avions obtenu un accès d'urgence au compte bancaire de la fiducie de la famille Blake. Les relevés bancaires étaient accablants. Regardez cela, a dit Arya, utilisant un pointeur pour suivre les lignes à l'écran. La fiducie a débuté avec $150 000 au décès de votre grand-père, une somme importante en 1998.
J'ai observé la chronologie des retraits. C'était un siphonnage régulier, en 2005, retrait de 4 000 $ pour motif, équipement sportif, l'année où Noah a commencé ses déplacements pour le baseball, en 2008, retrait de 12 000 $ pour achat de véhicule, le premier pick-up de Noah. Alors que je conduisais une vieille voiture achetée 800 $, en 2010, retrait de 20 000 $ pour capital d'entreprise, pour le garage de Gordon, qui m'avait affirmé avoir obtenu un prêt bancaire classique, alors qu'il avait menti et s'était servi dans l'héritage de ses enfants. La liste se poursuivait, les frais de scolarité pour des cours que Noah n'avait jamais terminés, l'argent pour une caution suite à une arrestation pour conduite sous influence dont je n'avais jamais entendu parler. Des dépenses courantes coïncidant avec des vacances familiales auxquelles je n'avais pas été invité. Montant total retiré au profit de Noah Wolf et Gordon Wolf, a résumé Aria en regardant le tableau, 148 000 $. Et pour moi, ai-je demandé, bien que je connaisse déjà la réponse. 0, a dit Aria. En fait, pire que 0. Elle a affiché un enregistrement de transactions spécifiques provenant des archives de la banque. Il datait de ma 2e année d'université, l'année où j'avais failli abandonner parce que je ne pouvais pas payer mes frais de logement, demande de transfert. 5 000 $ à Rebecca Wolf. Initié par protocole de distribution automatique. Statut, annulé. Note, appel de la fiduciaire Leia Mercé indiquant que le bénéficiaire refusait les fonds et demandant leur réaffectation au bénéficiaire secondaire, Noah Wolf. Elle a appelé la banque, ai-je chuchoté. Elle a appelé pour dire que je n'en avais pas besoin. Elle leur a dit que vous refusiez cet argent, a corrigé Aria. C'est une fraude. Rebecca, elle a menti à une institution financière pour détourner des fonds vers son enfant préféré. Il raconte à tout le monde que vous avez volé l'avenir de Noah, mais les chiffres montrent qu'ils se nourrissent du vôtre depuis vos 18 ans. Aria a rassemblé les documents. Le bruit des pages se refermant était net et satisfaisant. Nous les tenons pour poursuites abusives, a-t-elle dit, énumérant les chefs d'accusation, manquement à l'obligation fiduciaire, détournement de fonds, fraude, et avec la vidéo et ses messages, nous avons un dossier solide pour diffamation. Nous ne allons pas seulement conserver la maison, Rebecca. Nous allons récupérer chaque dollar qu'ils ont volé à cette fiducie, avec les intérêts. Je me suis adossé au fauteuil en cuir, me sentant soulagé. Pendant des années, j'avais pensé que j'étais trop sensible, que j'étais égoïste de ne pas aider davantage, mais les chiffres ne mentaient pas. Les tableaux Excel ne vous manipulent pas. Il y a encore une chose, a dit Aria. Elle a sorti un courrier de son dossier de preuve. Ceci est arrivé dans votre boîte aux lettres à la maison du lac hier. Vous me l'avez fait suivre. J'ai regardé l'enveloppe. Elle provenait d'une banque locale de Lake Rowan, pas de la mienne. Elle était adressée au propriétaire du St. Catherine Viewlan. Je pensais que c'était une publicité, ai-je dit. Ce n'en est pas une, a dit Aria. Je l'ai ouverte. C'est une notification de rejet de préapprobation de prêt. Elle a fait glisser la lettre, cher demandeur, concernant votre demande de marge de crédit garantie par la propriété située au 104 Pin Viewlan. Nous ne pouvons donner suite car la recherche de titre indique que le demandeur, Gordon Wolf, n'est pas le propriétaire légal. La bouche m'en est tombée. Il a demandé un prêt sur ma maison, ai-je dit, avant même que j'aie accepté de la lui céder. Il comptait sur le fait que vous céderiez, a dit Aria. Il était si sûr que son chantage fonctionnerait, si sûr que vous lui remettriez l'acte de propriété dans la semaine qu'il a commencé les démarches pour hypothéquer la maison afin de rembourser ses propres dettes. C'est pour cela qu'ils sont si désespérés, Rebecca. C'est pour cela qu'ils vous ont fixé un délai. Ce n'est pas pour Noah, c'est pour le portefeuille de Gordon. Il avait probablement promis à la banque qu'il aurait le titre de propriété d'ici vendredi. Il allait l'hypothéquer. Je réalisais la manœuvre, il allait prendre ma maison entièrement payée, l'endetter pour sauver son garage et me laisser sans rien. Exactement, a dit Aria. Ce ne sont pas seulement des voleurs, ils sont aux abois. Et ils ont décidé de vous utiliser comme bouée de sauvetage. Je me suis levé. J'ai marché vers la fenêtre et j'ai regardé la ville. Une fermeté s'est installée en moi, remplaçant les derniers regrets de la fille délaissée. J'avais fini d'être invisible. J'avais fini d'être une ressource. Déposer la plainte, ai-je dit en me tournant vers Aria. Déposer tout, les messages, les relevés bancaires, le rapport de police, la lettre de rejet. Aria a souri, d'un sourire déterminé.
Elle a posé sa main sur la pile de dossiers que nous avions rassemblés, un témoignage écrit de 30 ans de trahison. Il pense que vous jouez la défense, a dit Aria en refermant le dossier. Il pense que vous essayez juste de garder votre maison. Demain matin, quand le shérif leur remettra cette plainte, ils vont comprendre la différence entre une victime et une partie demanderesse. Ils voulaient une guerre, ai-je dit en prenant mon sac. Offrons-leur un désastre. Le matin de l'audience, le ciel était gris et menaçait de pleuvoir. Mais à l'intérieur, l'air était étouffant. J'ai avancé aux côtés d'Aria. Je portais un costume anthracite, mes cheveux étaient attachés, mon visage était sans maquillage pour ne suggérer aucune vulnérabilité. Je n'ai pas regardé le sol, je n'ai pas regardé le public, j'ai regardé droit devant moi. De l'autre côté de l'allée, ma famille était déjà installée. Ils s'étaient préparés avec soin, Gordon portait une cravate un peu trop serrée, lui donnant un air d'honnêteté mal à l'aise, Leia portait un gilet pastel doux, serrant un paquet de mouchoirs, et Noah portait une chemise visiblement neuve, les cheveux lissés. Jouant le rôle du garçon innocent lésé. Leur avocat, Monsieur Canton, avait une pile de papiers devant lui. J'ai reconnu le document du dessus, c'était une impression de la section des commentaires de la vidéo de Noah. Il n'apportait pas d'arguments juridiques, il apportait l'opinion publique. Lorsque le juge Harrison a ouvert la séance, Canton s'est levé. Il a boutonné sa veste et s'est dirigé vers le pupitre, sa voix adoptant un ton d'indignation solennelle, « Votre honneur », a commencé Canton, désignant Noah d'un geste de la main. Cette affaire est simple. Elle concerne une promesse faite par des grands-parents à leur plus jeune petit-fils. La famille Blake a toujours voulu que la maison du lac soit l'héritage de Noah. C'était son filet de sécurité. Mais alors, il a pointé un doigt accusateur vers moi, la sœur est intervenue. Madame Wolf, une cadre supérieure de la ville, a utilisé sa position pour manipuler les fonds, achetant la propriété au détriment de son frère en difficulté. Elle n'a pas besoin de cette maison. Elle a un appartement de luxe, des actions, une carrière. Noah n'a que ce rêve. Il a d'abord appelé Leia à la barre. Ma mère s'est avancée, s'essuyant les yeux avant même de s'asseoir. Madame Wolf, a demandé Canton doucement, Rebecca savait-elle que cet argent était destiné à Noah? Oh oui, a sangloté Leia dans le micro. Nous en parlions toujours. Rebecca a toujours été si indépendante. Elle nous disait qu'elle n'avait pas besoin de notre aide, qu'il fallait donner cet argent à Noah, qu'il en avait besoin. Alors quand elle a acheté la maison, nous étions perdus. Nous pensions qu'elle l'achetait pour lui, pour l'aider. Je suis resté immobile, mes ongles s'enfonçant dans mes paumes. C'était un mensonge si fluide qu'il en paraissait presque vrai. Puis ce fut le tour de Noah. Il s'est installé à la barre, l'air fragile. Je veux juste ce que grand-père Thomas voulait, a dit Noah, sa voix tremblant comme dans sa vidéo. Je me suis occupé d'eux quand ils étaient malades. Rebecca était partie, elle était toujours trop occupée par son travail. Grand-père m'a dit, Noah, un jour tu pêcheras depuis ce ponton. Quand j'ai vu qu'elle l'avait acheté, j'ai eu l'impression qu'elle me volait mes souvenirs. Avez-vous un document écrit stipulant que la maison était la vôtre, a demandé Canton pour guider son témoignage. Je ne pensais pas en avoir besoin, a dit Noah, regardant le juge avec de grands yeux humides. C'était la famille. On ne demande pas de contrat quand il s'agit de la famille. C'était une bonne prestation. Je pouvais voir le juge s'adoucir légèrement. C'était l'histoire de l'opprimé face à la femme d'affaires impitoyable. C'est alors qu'Aria s'est levée. Elle ne s'est pas dirigée vers le pupitre, elle s'est approchée du chariot de projection et a branché son ordinateur portable. Votre honneur, a dit Aria, sa voix coupant l'ambiance émotionnelle. Monsieur Canton vous a raconté une belle histoire, mais les histoires ne sont pas des preuves. Je voudrais présenter la pièce A, l'enregistrement de sécurité de la nuit du 14 octobre. Le grand écran au mur s'est allumé. La salle d'audience s'est obscurcie. La vidéo s'est lancée en haute définition. Elle montrait mon Porsche à 23 heures. Elle montrait Noah, non pas le garçon soigné de la barre des témoins, mais une silhouette encapuchonnée titubant sur les marches. Elle le montrait sortant une bouteille de whisky de sa poche, en prenant une gorgée, puis forçant ma serrure avec un tournevis. Elle le montrait donnant des coups de pied dans la porte, proférant des insultes qui résonnaient clairement dans la salle d'audience, « Ouvre cette foutue porte. Je vais la défoncer. » Le Noah réel s'est enfoncé dans son siège. Leia a retenu un soupir, couvrant sa bouche.
Aria a figé la vidéo sur l'image où Noah montrait un visage agressif, une barre de fer à la main. Monsieur Wolf, a dit Aria, se tournant vers lui. Vous prétendez que cette maison est la vôtre, que vous y étiez le bienvenu. Si c'est vrai, pourquoi essayez-vous de forcer la porte avec un tournevis à 23 heures alors que la propriétaire était absente? Noah a bafouillé, J'avais oublié ma clé. Je voulais juste vérifier l'état des lieux. Vous aviez oublié votre clé? A demandé Aria. Selon le rapport de police établi cette nuit-là, vous n'aviez aucune clé sur vous. En réalité, vous n'avez jamais possédé de clé pour cette propriété. Est-ce exact? Ce devrait être ma maison, a lancé Noah, perdant son calme. Elle a changé les verrous. Elle a fait installer ses verrous, a corrigé Aria, parce qu'elle a payé la maison. Aria s'est rassise. L'atmosphère de la pièce avait changé. La sympathie s'évaporait, remplacée par la réalisation que la prétendue victime s'était montrée menaçante. Nous appelons Johan Mercer à la barre, a annoncé Aria. Un choc a parcouru mes parents. Ils n'avaient pas vu Johan depuis des années, et ils ne s'attendaient certainement pas à la voir entrer dans la salle avec une boîte métallique rouillée. Johan a prêté serment. Elle a posé la boîte sur le rebord de la barre. Madame Mercer, a dit Aria. Qu'est-ce que cette boîte? Ce sont les archives de la fiducie de la famille Blake, a dit Johan d'une voix ferme. Mon père, Thomas Blake, me l'a confié pour sa sécurité. Et que stipule cette fiducie concernant la répartition des biens? Johan a mis ses lunettes de lecture. Elle a ouvert le document jauni. Elle stipule que les biens doivent être partagés à 50-50e entre Rebecca et Noah Wolf. Il n'y a aucune mention d'une maison du lac, ni d'un fonds spécial pour Noah. Canton s'est levé, objection. Ce sont de vieux documents. Ils ne reflètent pas les accords verbaux passés ultérieurement. Les accords verbaux ne se substituent pas à une fiducie notariée, a tranché le juge. Objection rejetée. Aria a ensuite projeté les images des chèques refusés, des tampons rouges et des signatures de Leia Mercer refusant l'argent destiné à mes études. Madame Wolf a témoigné que Rebecca n'avait pas besoin d'argent, a dit Aria face à la salle. Mais les preuves montrent que Rebecca s'est vue envoyer de l'argent à plusieurs reprises par ses grands-parents, et que sa mère l'a intercepté. Ce n'était pas une sœur refusant de l'aide, c'était une mère privant sa fille. Leia ne pleurait plus. Elle était livide, fixant la table. Et enfin, a dit Aria, je voudrais présenter la pièce C, l'analyse informatique des données récupérées sur l'appareil personnel de Gordon Wolf. Le visage de mon père s'est figé. Les messages textes sont apparus à l'écran, en grands caractères pour que chacun puisse les lire. Gordon, une fois qu'elle aura signé l'achat, nous la pousserons à céder le bien à Noah. Elle lui doit bien ça. Leia, si elle refuse, nous pourrons toujours dire que c'était le souhait des grands-parents. Personne ne vérifiera. Leia, tu as raison. Le garçon a besoin d'une chance. La fille peut se débrouiller seule. Le silence dans la salle d'audience était absolu. C'était le silence qui s'installe lorsqu'un mensonge est non seulement révélé, mais exposé dans ses moindres détails. J'entendais le cliquetis de la machine de la greffière. J'ai vu le regard du juge se durcir en lisant les mots « Personne ne vérifiera ». Canton a regardé l'écran, puis ses clients. Il a refermé son dossier. Il savait qu'il avait défendu une cause perdue d'avance, et qu'il se trouvait désormais au milieu du désastre. Aria a laissé les messages affichés pendant une minute entière. Elle voulait qu'ils restent gravés dans l'esprit de chacun. Ils ont comploté, a dit Aria doucement. Ils ont attendu qu'elle réussisse, puis ils ont comploté pour s'emparer de ses biens. Ce n'était pas un malentendu, votre honneur. C'était une tentative de vol. Elle s'est tournée vers le juge, nous appelons notre dernier témoin, votre honneur. Je souhaite appeler la partie défenderesse, Madame Rebecca Wolf, à la barre. Le juge a fait un signe de tête, procédez. Je me suis levé. Mes jambes semblaient lourdes, mais ma posture était droite. Je suis passé devant Noah, qui refusait de me regarder. Je suis passé devant mes parents qui me fixaient avec un mélange de peur et de colère. Je me suis installé à la barre. J'ai posé ma main sur la Bible, prêtant serment de dire la vérité. Aria s'est approchée de moi. Elle n'a pas regardé ses notes, elle m'a regardé dans les yeux. Madame Wolf, a dit Aria. Vous avez entendu la partie demanderesse affirmer que vous aviez utilisé l'argent de la famille pour acheter la propriété du 104 Pineview Lane.
Pouvez-vous indiquer à la cour d'où provenaient exactement ces fonds? Oui, ai-je dit, et j'ai les documents pour le prouver. Arya a acquiescé, nous examinerons les chiffres dans un instant, mais je veux d'abord aborder le cœur de ce conflit. Lorsque votre famille vous a confronté, lorsqu'ils ont exigé que vous signiez l'acte de transfert, vous ne vous êtes pas disputé, vous n'avez pas crié. Vous leur avez dit une seule chose. Pouvez-vous dire à la cour quelle était cette phrase? J'ai regardé mon père, j'ai regardé ma mère, j'ai regardé Noah. C'était le moment. La phrase que j'avais gardée en réserve lors de l'ouverture, celle qui mettait fin à la discussion avant même qu'elle ne commence. Je me suis penché vers le micro et je leur ai dit. Je me tenais à la barre, le bois sous mes mains. La salle d'audience était si calme que j'entendais le bruit de la climatisation. Arya Steele n'a pas fait de grands gestes. Elle a simplement projeté un tableau à l'écran, si détaillé qu'il était irréfutable. Madame Wolf, a dit Arya, désignant la première colonne. Veuillez indiquer pour le dossier votre revenu brut de ces 3 dernières années. En 2021, mon salaire de base était de 125 000 $, ai-je déclaré clairement. En 2022, il est passé à 140 000 $. L'année dernière, en incluant mes options d'achat d'actions et mes primes de performance chez Brightline Ledger System, ma rémunération totale s'est élevée à 185 000 $. Arya a cliqué sur un bouton, affichant une deuxième colonne. Et cette colonne correspond à mes dépôts d'épargne, ai-je dit. Chaque mois pendant 8 ans, j'ai déposé 40% de mon revenu net sur un compte d'épargne destiné à cet apport. Le montant total utilisé pour l'achat du 104 Pin Viewlan était de 21 000 $. Chaque centime provenait de ces dépôts de salaire. Avez-vous à un quelconque moment, a demandé Arya, regardant vers la table de ma famille, reçu un virement, un chèque ou des espèces provenant de la fiducie de la famille Blake? Non, ai-je dit, jamais. Monsieur Canton, l'avocat de ma famille, s'est levé. Il semblait abattu, mais devait faire son travail. Il s'est approché, ajustant ses lunettes. Madame Wolf, a-t-il dit, sa voix manquant d'assurance. Vous prétendez n'avoir jamais reçu d'argent, mais vous étiez la sœur aînée, la plus responsable. N'est-il pas vrai que vous étiez au courant de l'existence de cette fiducie? N'est-il pas vrai que vous l'avez peut-être gérée de manière informelle? J'en connaissais l'existence, ai-je répondu, fixant mon regard dans le sien, mais je n'ai jamais été autorisé à y toucher. Ma mère s'en est assurée. Arya s'est levée à son tour. Elle a pris la lettre non ouverte de mon grand-père, celle que nous avions trouvée dans la boîte de Johan, et me l'a tendue. Lisez le dernier paragraphe, s'il vous plaît, a dit Arya. Lisez ce que Thomas Blake destinait à sa petite-fille. J'ai déplié le papier, mes mains étaient stables. Je sentais la présence d'esprit de mon grand-père à mes côtés. Utilise cela pour ton avenir au bord de l'eau, ai-je lu, ma voix portant dans le silence. Ne laisse personne te dire qu'il appartient à quelqu'un d'autre. Il est à toi. Tu l'as mérité en étant la seule à m'écouter. J'ai levé les yeux. Ne laisse personne te dire qu'il appartient à quelqu'un d'autre. Ces mots sont restés suspendus. Le juge Harrison a tourné son fauteuil. Il a regardé Gordon et Leia par-dessus ses lunettes, son expression trahissant son dégoût. M et Madame Wolf, a dit le juge. Avez-vous une explication rationnelle pour justifier le fait que 4 chèques distincts destinés aux études et au bien-être de cette jeune femme aient été retournés à la banque avec la mention refusée par Leia Mercer? Gordon a ouvert la bouche, mais aucun son n'est sorti. Il a cherché du regard l'aide de Monsieur Canton, mais l'avocat était occupé à ranger ses dossiers, s'éloignant de la situation. Leia a éclaté en sanglots. Nous essayons juste de maintenir la famille unie, a-t-elle pleuré. Noah avait besoin de tant d'aide. Rebecca était toujours si forte. Nous pensions qu'elle n'en avait pas besoin. Donc, vous avez décidé de jouer les Robins des Bois avec l'héritage de vos enfants, a demandé le juge d'une voix glaciale. Sauf que vous dépouillez la fille pour entretenir le fils. Leia a caché son visage dans ses mains. Personne dans le public ne bougeait. L'image des pauvres parents victimes venait de s'effondrer. Arya m'a regardé une dernière fois. Rebecca, a-t-elle dit, nous avons une dernière question. Lorsque vos parents vous ont appelé il y a 2 mois, lorsqu'ils vous ont fixé ce délai d'1 semaine pour signer l'acte de transfert sous peine de poursuite, vous leur avez donné une réponse. Vous avez dit n'avoir prononcé qu'une seule phrase. S'il vous plaît, dites-nous quelle était cette phrase. J'ai pris une inspiration. J'ai regardé Noah.
Il fixait la table, le visage figé par la panique. Il savait ce qui venait. Il savait que ses faux-semblants allaient s'effondrer. Je leur ai dit, ai-je déclaré d'une voix posée et nette, si vous croyez vraiment que cette maison a été achetée avec l'argent de Noah, n'hésitez pas à apporter au tribunal tous les relevés bancaires portant mon nom et vos noms. J'ai marqué une pause. Je leur ai dit cela parce que je savais ce qu'ils découvriraient, ai-je poursuivi. Je savais que s'ils provoquaient un audit financier, le monde verrait que les seules personnes ayant volé la fiducie de la famille Blake étaient Gordon et Leah Wolf. Ils m'ont poursuivi en justice en pensant que j'aurais trop peur d'ouvrir les comptes. Ils se sont trompés. Plus de questions, votre honneur, a dit Arya. Le juge n'a pas eu besoin de suspendre l'audience, ni de délibérer pendant des jours. Il a examiné la somme de preuves, le rapport de police, les messages textes, les relevés de compte révélant le détournement et la lettre de mon grand-père. Il a frappé son marteau, un coup sec mettant fin au conflit. Dans l'affaire Wolf contre Wolf, a déclaré le juge Harrison, je juge les affirmations des demandeurs totalement infondées. Les preuves démontrent de manière irréfutable que la propriété située au 104 Pineview Lane a été achetée exclusivement avec les fonds personnels de la partie défenderesse. La demande de transfert de propriété est rejetée définitivement. Il a tourné une page de son dossier. De plus, concernant la demande reconventionnelle déposée par la défense, je juge que Gordon et Leah Wolf ont commis un grave manquement à leur obligation fiduciaire en tant que fiduciaires. J'ordonne la restitution immédiate de la moitié de la valeur d'origine de la fiducie, ajustée en fonction de l'inflation et des intérêts, soit un total de 92 000 $ à verser à Rebecca Wolf. Gordon a eu un hoquet de surprise, Leah a laissé échapper un gémissement. Je juge également que l'action intentée par les demandeurs était abusive, a poursuivi le juge, fixant Noah du regard. Monsieur Noah Wolf, vos actions, y compris la diffamation de votre sœur par diffusion publique et la tentative d'effraction de son domicile, sont condamnables. Vous avez sciemment propagé des mensonges pour nuire à sa réputation. Je condamne les demandeurs à payer solidairement l'intégralité des frais de justice de la défense. De plus, j'accorde à la défense 50 000 $ de dommages-intérêts punitifs pour diffamation. Noah est devenu livide. Il semblait sur le point de défaillir. Ils étaient venus pour me prendre ma maison, ils repartaient avec une dette qui leur coûterait probablement leur propre logement, le garage et chaque centime qu'ils avaient prévu de garder. L'audience est levée, a dit le juge, frappant son marteau une dernière fois. La salle s'est remplie de chuchotements. Arya s'est tournée vers moi et m'a serré la main. Nous avons réussi, a-t-elle murmuré. C'est fini. Je me suis levé, me sentant légère. Le poids de la culpabilité que je portais depuis mes 16 ans venait de glisser de mes épaules. Mes parents et Noah s'entretenaient avec Monsieur Canton, qui semblait vouloir se retirer immédiatement de l'affaire. En me dirigeant vers la sortie, j'ai dû passer près d'eux. Gordon a tendu la main, Becky. Becky, attends. Nous ne pouvons pas payer cela. Tu sais que nous ne le pouvons pas. Tu dois renoncer aux dommages-intérêts. Nous sommes une famille. Je me suis arrêté. Je l'ai regardé. J'ai regardé cet homme qui avait qualifié ma lettre de bourse de simple publicité. J'ai regardé cette femme qui s'était servie de cette lettre pour caler une table. J'ai regardé ce frère qui avait tenté de défoncer ma porte. Une famille, ai-je demandé. Le mot semblait étrange dans ma bouche. Vous n'êtes pas ma famille, ai-je dit calmement. Vous êtes les personnes qui ont volé mon enfance, mon héritage et qui ont essayé de voler mon nom. Noah ne le pensait pas, a pleuré Leah, tendant la main vers ma manche. C'est encore un enfant. Il a 29 ans, ai-je dit, me reculant pour qu'elle ne puisse pas me toucher, et il est sur le point d'apprendre ce qu'il en coûte d'être un adulte. Je les ai regardés tous les trois. Ne m'appelez pas, ai-je dit. Ne m'écrivez pas. Ne venez pas à Lake Rowan. Si vous mettez le pied sur ma propriété, je vous ferai arrêter, et cette fois je poursuivrai les démarches. Le paiement du jugement est dû sous 30 jours. Envoyez-le à mon avocate. Je leur ai tourné le dos. J'ai franchi les portes pour sortir dans le couloir, puis dans l'après-midi frais. Je n'ai pas regardé en arrière. La fin de cette histoire n'est pas une fête. Il n'y a pas eu de ballon. Je ne suis pas allé boire du champagne avec Arya. J'ai repris la route de Lake Rowan en silence. Le lendemain matin, je me suis réveillé avant le soleil. La brume était épaisse sur l'eau, s'élevant comme une fumée blanche.
J'ai préparé une tasse de café et suis descendu sur le ponton. L'air était froid et pur. Je m'y suis assise, les pieds ballants juste au-dessus de l'eau. J'avais la copie officielle du jugement sur mes genoux. Ce n'était qu'un ensemble de papiers tamponnés et signés, mais c'était la plus belle chose que j'ai jamais possédée. J'avais apporté une boîte métallique neuve avec moi, qui n'était pas rouillée comme celle de tante Joanne. J'ai plié le jugement avec soin, je l'ai placé à l'intérieur, puis j'y ai ajouté la lettre de mon grand-père et le rapport de police. J'ai verrouillé la boîte. Je n'allais pas la cacher, je l'ai posée sur mon étagère, juste à côté de mes prix professionnels. Ce n'était pas un secret à dissimuler, c'était un trophée. J'ai bu une gorgée de café et j'ai regardé le soleil dissiper la brume. Le lac était calme. La maison derrière moi était solide. Le téléphone à l'intérieur était silencieux, et je savais que, pour la première fois de ma vie, lorsqu'il sonnerait, ce serait quelqu'un qui souhaiterait réellement me parler. Mon frère m'a poursuivi en justice pour la maison du lac. Il pensait que le pire qui puisse arriver était de perdre un bien immobilier. Il pensait se battre pour un bâtiment avec une belle vue. Il n'avait jamais imaginé que le verdict serait de perdre sa sœur pour toujours. Merci beaucoup d'avoir écouté mon histoire. J'aimerais beaucoup savoir d'où vous m'écoutez, alors n'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous pour partager votre ville ou votre pays, et dites-moi ce que vous auriez fait si vous aviez été à ma place.